Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce beau mois d'août. Nous sommes ensemble pendant 3 heures pour creuser l'actualité, débattre et échanger avec vous, auditeurs, sur l'application Sud Radio, les réseaux sociaux et directement au standard, bien sûr, au 0826 300 300. Le programme de votre matinée, vous commencez à le connaître à partir de midi, ce sont les Jeux Olympiques dans tous leurs états avec le camarade Joseph Ruiz. Et je vous conseille de rester jusqu'à midi parce qu'il y aura un petit coup de gueule du COJO, vous savez, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Je ne vous en dis pas plus. Dès 10h30, les grands débats de l'été seront ouverts. Aujourd'hui, les mousquetaires autour de la table. Octave, caricaturiste de presse. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie, que vous connaissez bien sur Sud Radio. Et Bertrand Cohen-Haddad, président de la CPME et du think tank Étienne Marcel. Et puis, au cœur de nos échanges, de nos discussions, il y a une prise de parole qui nous a interpellés, celle dans l'Express d'Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre et actuellement députée. Elle nous dit: le pays n'est pas à droite. Ah bon? On n'a pourtant pas cette impression, décidément. C'est la langue qui fourche dès 10h, ça arrive. Elle nous dit que le pays n'est pas à droite. Ah bon? On n'a pourtant pas la même sensation. Et puis on parlera également de ces restaurateurs qui en profitent dans la capitale pour augmenter leur prix, plus 30% pour le steak frites. Mais dès le début de l'émission, nous allons reprendre notre sérieux parce que l'énorme entreprise américaine Exxon a décidé de fermer son site de pétrochimie du côté de la Normandie, et à la clé, c'est malheureusement le risque d'une suppression de plus de 600 emplois. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour Germinal Lancelin. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire général CGT d'ExxonMobil Chimie. Pour qu'on comprenne bien ce qui se passe dans ce petit coin de Normandie depuis avril dernier, vous vous battez pour éviter la vente des activités de votre site de Port-Jérôme-sur-Seine. L'Américain souhaite le fermer, notamment le site qui est réservé aux activités de pétrochimie. La raison invoquée, c'est une perte du chiffre d'affaires de près de 515 millions d'euros. Conséquence, 659 emplois menacés et forcément une souveraineté industrielle pour la France mise à mal. Vous aviez jusqu'à hier pour signer le plan de sauvegarde d'emploi, ce que vous n'avez pas fait. C'est un bon résumé ? Oui, à peu près, oui, mais il ne s'agit pas d'une vente, il s'agit d'une délocalisation en fait de nos productions. Aujourd'hui, on a des productions essentielles qui sont faites sur notre site, notamment de plastique, et donc qui demain vont continuer à se faire, mais aux États-Unis ou en Asie du Sud-Est, avec les conséquences sociales et surtout environnementales qu'on peut connaître, quoi. Et uniquement pour renforcer le chiffre d'affaires d'ExxonMobil au niveau mondial. Et la direction s'engager dans les différentes négociations, je mets ça entre guillemets, vous allez certainement choisir vous un autre terme, elle s'engageait pourtant à 3 offres valables d'emploi qui doivent correspondre à vos métiers, à vos compétences, à vos aptitudes. Il y avait aussi un budget de 153 millions d'euros sur la table pour les départs anticipés à la retraite. Pourquoi avoir refusé ce qui était en train de se négocier et qu'on a appelé un plan de sauvegarde de l'emploi ? Alors déjà parce que nous on conteste la validité en fait des suppressions d'emplois. Nous on pense que l'usine elle doit continuer à tourner, on doit continuer à fabriquer du plastique, on doit continuer à fournir nos clients essentiels aussi en France et en Europe. Et d'autre part, ce qui est mis sur la table, effectivement, avec un recul, avec beaucoup de recul, ça peut paraître pas mal, sauf que non, ce n'est pas du tout le cas. On a un groupe qui fait des bénéfices incroyables. Nous en France, plus de 36 milliards sur l'année dernière. Ouais, de bénéfices sur le groupe mondial. Ouais. Et juste en France, au périmètre de la France, 1,5 milliard d'euros de bénéfices, en 3 ans. Donc, quand on nous dit qu'on perd de l'argent, on a un petit peu de mal à comprendre un petit peu cette logique. Et d'autant plus que Exxon a renforcé ses fonds propres à 2,3 milliards d'euros pour cette année, en faisant 116 millions d'euros de bénéfices nets juste au premier semestre cette année. Donc, on est très 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 loin de ce que ExxonMobil pourrait et devrait faire en termes d'accompagnement social d'un PSE, si jamais il était justifié, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et j'imagine que c'est un traumatisme pour la ville et même plus globalement pour le territoire. Concrètement, ça veut dire une économie totalement paralysée, mise à mal ? Ah oui, c'est clair. Et encore là, nous, c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque nous, on est en consultation jusqu'à mi-septembre. D'accord. Dès la fin de notre consultation à nous, ça va être la deuxième vague en fait de licenciements chez tous nos collègues sous-traitants, chez tous nos collègues des entreprises qui sont clientes chez nous et dont une partie ne sera plus alimentée. Donc là, on parle de milliers et de milliers d'emplois
sans compter encore la troisième vague derrière, avec tous les commerçants qui vont subir justement les fermetures diverses, les licenciements, puis donc tout ce qui va être service public qui va suivre derrière aussi. Donc oui, c'est une vraie catastrophe pour tout le bassin d'emploi et même pour toute la Normandie. Et vous avez une idée à peu près de combien ça peut représenter en termes d'emplois perdus justement avec tous ceux qui travaillent pour vous, pour le site de pétrochimie en Normandie, en termes de conséquences? Oui, tout à fait. On estime entre les emplois directs, indirects et induits, entre 3 et 5 000 emplois en moins sur le secteur, ce qui est énorme. Ce qui est colossal. Oui, tout à fait. Pour que les gens qui nous écoutent saisissent très bien ce qui est en train de se passer, beaucoup de produits du quotidien sont issus en réalité de votre immense site là-bas en Normandie. Oui, tout à fait. Par exemple, là, on a les premiers impacts. De ce qui sort de Port-Jérôme-sur-Seine. Donc on a du polypropylène qui sert à fabriquer les pare-chocs et les garnitures de voitures, donc notamment pour la marque Renault. Donc ça, c'est fini. Donc Renault a un peu de problème par rapport à ça, puisqu'ils vont devoir se fournir à l'étranger, ils pourront plus se fournir chez nous. On a le cas le plus alarmant, c'est tout ce qui va être matériel médical, donc plastique, les poches de sang, les poches de nourriture pour les nourrissons prématurés par exemple, les tubulures, toutes les tubulures qu'on peut avoir dans le monde médical. Le plastique est fabriqué chez nous, demain il sera fabriqué aux États-Unis ou en Asie. Donc en cas de nouvelle crise type Covid, on ne pourra plus avoir accès à ces matières premières. Donc ça, c'est extrêmement alarmant. Bon, ça fait quand même, je le disais depuis avril, que vous avez des discussions, je le mets entre parenthèses parce que la réalité doit être tout autre sur place, mais j'imagine que vous posez ces arguments sur la table. On est quand même dans une période, le Covid est passé par là, les gilets jaunes sont passés par là, on a bien vu notre dépendance aux Américains, à l'Allemagne, à la Chine. Qu'est-ce qui vous répondent quand vous évoquez ce que vous venez de nous dire, à savoir que pour la souveraineté, notamment médicale, c'est une catastrophe? Faut savoir qu'en face de nous, on a une direction qui est en service commandé. On a des directeurs et des directeurs RH, ce sont des serial killers de l'emploi. Donc ils déroulent en fait leur programme de casse de l'emploi sans tenir compte de nos demandes, sans tenir compte de nos revendications. Ils ont un cadre législatif qui est très favorable pour eux. Ils ont aussi en partie le soutien des pouvoirs publics, que nous on a perdu depuis un moment. Donc ils déroulent et sans tenir du tout compte de ce que nous on peut leur amener comme argument, bien sûr. Vous parliez des pouvoirs publics, c'est-à-dire votre député, le ministre démissionnaire de l'Industrie, Roland Lescure, avait un peu suivi le dossier. Maintenant, c'est quoi? C'est silence radio? Non, alors non, on est très 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 soutenu par la sénatrice locale et les députés locaux autour, donc là où ça sera impacté. Oui. Oui, là on est très très suivis par eux, on est très soutenus. Sauf que le ministre démissionnaire Roland Lescure et Bruno Le Maire, son supérieur, nous on n'a aucun contact avec eux, on les relance régulièrement, mais on n'a aucun contact. Le gouvernement, c'est silence radio, et quand on essaie d'avoir un peu de contact avec la préfecture, ils nous envoient les forces de l'ordre ou ils nous mettent des injonctions pour qu'on arrête la grève ou qu'on suspende nos barrages filtrants. Donc non, on n'a pas du tout de soutien de ce côté-là, hormis vraiment les élus locaux de terrain, députés et sénateurs. Et dans les prochains mois, qu'est-ce qui peut se passer concrètement pour vous? Quelles sont les prochaines lignes rouges que vous allez devoir affronter? Donc là, je vous dis, on va avoir la fin de notre consultation sur le projet en lui-même, qui n'est pas un projet, puisque ExxonMobil tente déjà de commencer les démantèlements d'unités. Donc nous, on essaie de se battre justement, on continue de se battre, on est en grève depuis le 25 mai, la grève continue. Donc pour préserver cet outil de travail essentiel pour l'industrie française et pour encore une fois notre souveraineté industrielle. C'est pour ça qu'on aimerait vraiment que le gouvernement puisse se pencher là-dessus, parce que on pense pas qu'ils ont la teneur, ils comprennent la teneur vraiment des enjeux essentiels qu'on va avoir pour le futur. Vous avez l'impression d'être totalement immobilisé ou invisibilisé plutôt, pardonnez-moi, par cette euphorie qui se passe autour des Jeux Olympiques? Oui, tout à fait. On a eu déjà le premier épisode avec les législatives qui, les sujets n'étaient pas du tout sur l'emploi ou sur la souveraineté industrielle. Donc ça, forcément, ça nous a causé pas mal de tort. Maintenant, les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire la façon dont ça se passe. Mais effectivement, c'est à notre détriment puisque on ne parle pas du tout de ce qui se passe dans les entreprises. Et on n'est pas les seuls. En ce moment, il y a vraiment une avalanche de PSE dans plein d'entreprises avec des suppressions d'emplois par centaines, voire par milliers à la clé. Depuis le début de l'année, on était à plus de 60 000 emplois menacés par des PSE. Et vous parliez de Bruno Le Maire. Ce matin, il s'est réjoui des nouveaux chiffres concernant le taux du chômage qui s'établit désormais en France à 7,3% de la population active. J'aimerais que vous réagissiez à ce qu'il dit. Il dit « Taux d'emploi au plus haut, chômage en baisse, croissance positive, exportation dynamique. La France est dans la bonne direction. Seule la constance et la stabilité donnent des résultats en politique économique. » Fin de citation.
Écoutez, on est très heureux pour lui, sauf que nous, ce qu'on va voir sur le bassin d'emploi, ça va être l'inverse. Ça va être une paupérisation complète des habitants, des citoyens, avec donc des emplois qui vont disparaître. On a quelques entreprises qui vont se monter sur le secteur, mais qui ne compenseront pas du tout les pertes d'emplois dues à la fermeture d'ExxonMobil. Et aussi au niveau du niveau, quoi. Aujourd'hui, on a des emplois très qualifiés chez Exxon et chez nos sous-traitants. Et demain, ce ne sera pas forcément à ce niveau-là des emplois qui seront cherchés sur le secteur. Donc, il se réjouit, c'est très bien. On aimerait bien aussi qu'il regarde un peu ce qui se passe de notre côté. Bon, merci beaucoup, Germinal Lancelin, secrétaire général CGT d'ExxonMobil Chimie, qui était en communication avec nous depuis le piquet de grève qui concernait la fermeture du site qui se trouve en Normandie du groupe américain Exxon et qui menace, on le rappelle, près de 650 emplois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour cette percée ukrainienne qui s'est déroulée sur le territoire russe. Cette percée viendrait de l'armée régulière. C'est un fait totalement inédit. Est-ce les premiers pas? Est-ce que ce sont les premiers pas vers la grande victoire qu'on attend? À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. L'actualité internationale est du côté de l'Ukraine. Fini les incursions limitées des quelques unités de soldats russes se battant pour l'Ukraine et contre Vladimir Poutine, comme le corps des volontaires russes ou la Légion Liberté de la Russie. Cette fois, c'est l'armée régulière ukrainienne avec plusieurs unités mécanisées qui a été envoyée en territoire russe. On va en parler avec notre invité, le général Bruno Clermont. Bonjour, général. Bonjour. Général de corps aérien et ancien directeur de la sécurité aéronautique d'État. C'est une offensive visiblement un peu éclair. On a évoqué ça comme une surprise, une entrée dans le territoire russe sur visiblement plus de 25 km à l'intérieur de la Russie. C'est cet événement réellement qui attire le regard de tous les acteurs et les commentateurs de cette guerre. Absolument. C'est à la fois ce qu'on peut appeler une surprise stratégique. Et puis le passage d'une nouvelle ligne rouge. Surprise stratégique, c'est la vitesse à laquelle cette opération s'est déroulée. On voit que, vous l'avez dit, en 48 heures, bientôt 72 heures, c'est des forces d'une taille importante. On n'a pas le nombre exact, mais on est probablement dans l'ordre de 5000 hommes à pénétrer en territoire russe. Plus de 5000 hommes, on parlait de seulement 1 millier il y a encore quelques heures. Alors ça, c'est le millier, c'est les Russes qui annoncent 1 millier. Donc tout ce que disent les Russes, forcément, il ne faut pas le croire. Mais il n'y a pas de communication particulière sur le sujet, mais c'est probablement plus d'un millier. On est plutôt de l'ordre de 3000 ou de 5000, de 2 brigades, plutôt que d'un millier. Et le deuxième élément, c'est cette ligne rouge, une espèce de ligne rouge non écrite qui a fait, vous l'avez dit, que les 2 fois précédentes où il y a eu des incursions dans la région de Belgorod, c'était des Russes, des légions internationales ukrainiennes, c'était pas des Ukrainiens. Cette fois-ci, effectivement, ce sont des unités régulières de l'armée ukrainienne qui pénètrent en territoire russe que la Russie n'a pas connu. Il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale. Et on parle d'une ville qui serait en train d'être attrapée, on va dire, par le camp ukrainien. C'est la ville de Soudja, une ville de près de 5000 habitants. Est-ce qu'on connaît, à travers cette percée surprise, la véritable intention des Ukrainiens? Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose et il est très difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il faut attendre les prochaines heures, les prochains jours pour voir quel est l'objectif des Ukrainiens. Il y a plusieurs possibilités. Et alors, d'abord, bien comprendre qu'ils sont rentrés assez facilement parce qu'ils sont très au nord de l'Ukraine. Ils sont pas très loin de la Biélorussie. Ils sont dans une zone qui n'est pas une zone de combat, une zone dont la frontière était finalement faiblement protégée par des troupes pas du tout aguerries. Donc même si l'opération est remarquablement montée, ils ont pénétré de manière assez simple. Donc c'est difficile d'en tirer des conclusions, mais on peut imaginer en tout cas qu'au minimum, ils mettent en difficulté l'armée russe et ils montrent à Poutine qu'eux aussi sont capables de faire des dégâts en Russie à un moment où effectivement ils souffrent quand même beaucoup sur la ligne de front. Donc c'est une manière quand même de rappeler que l'armée ukrainienne a encore des réserves et des capacités. Et on parle des différentes options qui sont sur la table. Dans cette ville au sud de la Russie se trouve une station de transit du gaz russe vers l'Europe appartenant au groupe Gazprom. Est-ce que ça pourrait être le véritable objectif de l'armée régulière ukrainienne? Ça me paraît difficile, c'est quand même pas un objectif tactique de la plus haute importance. Peut-être que par opportunité, mais on lance pas une opération de ce type-là pour faire le contrôle de ce type d'installation. Je pense qu'il y a une vraie volonté de montrer à Poutine et au monde entier que l'Ukraine a des ressources et que je pense que c'est aussi un message envoyé aux Occidentaux qui en ce moment on le regarde plutôt tourner vers Israël, les Jeux Olympiques, les élections aux États-Unis, que les Ukrainiens ont des capacités, ne sont pas encore battus, ont besoin du soutien des Occidentaux. Vous voyez, il y a
à la fois ils affaiblissent psychologiquement les Russes, avec une opération qui je le rappelle, c'est fait 80 ans qu'il n'y avait pas eu de troupes étrangères qui avaient envahi le territoire de la Russie, et puis également ils rappellent qu'ils ont besoin du soutien des Occidentaux et qu'ils ont des capacités. Deux choses dans ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut donc considérer que depuis le début de cette guerre, c'est la première grosse défaite pour les troupes de Vladimir Poutine et même pour lui politiquement? C'est difficile de dire ça, parce qu'il y a eu la guerre est compliquée, il s'est passé tellement de choses dans cette guerre, mais celle-ci est particulière. En plus, la région de Koursk, ça parle aux gens, ça parle aux Russes. Vous vous souvenez, c'est là qu'il y a eu cette très grande bataille pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Koursk, c'est aussi le nom de ce sous-marin, un fameux sous-marin nucléaire lanceur d'engins russe qui a eu un problème, un incident au fond des mers et dans lequel tous les marins sont tués. Donc Koursk, psychologiquement, ça frappe les esprits, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. On est quand même, je pense, au-delà de l'opération militaire proprement dite et de la démonstration de force que fait l'ukrainienne, de force coordonnée dans différents domaines d'action, de la guerre psychologique, à la fois pour appuyer sur Poutine et également pour envoyer un signal aux Occidentaux. Justement, vous parliez de la pression sur Vladimir Poutine. On est déjà en train de parler sur beaucoup de boucles Telegram russes de la faiblesse des défenses qui étaient à ce niveau-là de la frontière. Est-ce que c'est plausible que les Russes aient eu un moment de faiblesse ou ne croyaient pas les différentes informations des services secrets? En fait, vous avez effectivement, il y a la ligne de front, elle est à l'intérieur de l'Ukraine. Il n'y a pas de ligne de front aux frontières avec la Russie. Les frontières de la Russie sont protégées à l'intérieur de la frontière. La ligne qu'ont passée les Ukrainiens était à 10 km de la frontière. Donc, effectivement, ce passage, cette brèche faite dans les défenses russes peut amener les Russes à enlever une partie de leurs hommes qui sont sur la frontière au Donbass, et puis la zone de contact avec les Ukrainiens pour protéger mieux leurs frontières. C'est peut-être aussi une manière d'aider les Ukrainiens à équilibrer le rapport de force sur la zone de contact, qui elle est long de 1000 km et qui pour l'instant est défavorable aux Ukrainiens. Donc il y a plusieurs interprétations possibles de cette manœuvre et celle-ci en est une. En tout cas, c'est évident, vous voyez, on en parle beaucoup, tout le monde en parle. Je pense que cet effet psychologique, il est majeur, et il est majeur à la fois en Russie, à la fois en Ukraine, et à la fois dans le monde occidental. Général Bruno Clermont, je rappelle que vous êtes général de corps aérien, ancien directeur de la sécurité aéronautique d'État. Vous parliez tout à l'heure de la réaction occidentale et de la volonté certainement des troupes ukrainiennes de remettre le projecteur sur ce qui se passe là-bas. Est-ce que d'un côté, ce qui vient de se passer, ce à quoi nous insistons, et une opération visiblement sur laquelle on en apprend un peu plus à chaque heure, n'est pas aussi une manière pour ceux qui craignaient l'escalade permanente, on va dire, d'avoir de l'eau à ce moulin-là? Ah oui, évidemment, vous savez que la grande priorité des Américains, c'est éviter l'escalade. Mais c'est également la priorité de tous les pays occidentaux et même de l'OTAN, mais les Américains en particulier, parce que l'escalade, c'est eux qui auraient à la gérer. Alors c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de lignes rouges, et c'est vrai qu'une des tactiques, une des méthodes de Zelensky, c'est de les repousser petit à petit, et puis de montrer que ces lignes rouges ne sont pas des vraies lignes rouges, qu'il y a de la marge de manœuvre. Vous savez, c'est la fameuse ambiguïté stratégique qu'avait évoqué le président de la République. Oui. Moi, je pense que tout ça, c'est justifié. Maintenant, il n'empêche qu'on va attendre voir quelle va être la réaction russe à cette attaque, parce que pour l'instant, les Russes ne sont pas réorganisés, ne sont pas organisés pour répondre à cette offensive des Ukrainiens. Mais effectivement, cette question de ligne rouge est importante. La demande actuelle, la prochaine demande de Zelensky, c'est de dire, écoutez, nous, on vient de passer la frontière, on est en Russie, ils nous attaquent, donc on a le droit de les attaquer, on veut utiliser le matériel américain. Général Bruno Clermont, justement. Ils ont déjà, par exemple, fait cette offensive avec des véhicules blindés allemands et américains. Mais pour l'instant, peut-être qu'il y a des armements qu'ils aimeraient utiliser et que les Occidentaux et les Américains en particulier ne leur permettent pas d'utiliser dans ce contexte-là. L'Union européenne a dit que l'Ukraine avait le droit légitime de frapper des cibles en Russie. Vous venez de le dire, on a cessé, on va dire, de repousser les lignes rouges. Est-ce qu'il y a un moment où on s'arrêtera? Les F-16 ont été livrés en début de semaine, l'UE commence à autoriser, on voit qu'il y a des incursions. Est-ce que c'est aussi une manière pour le camp ukrainien, pour le président Volodymyr Zelensky, de dire ça y est, on commence à arriver dans le territoire, il faut qu'on se mette autour de la table pour négocier? Je crois que vous avez tout à fait raison. Le contexte de l'évocation, de négociation à laquelle vont participer les Russes est fondamental pour analyser ce qui se passe. On sait chaque fois qu'une négociation se prépare, et on sait que dans cette négociation, il y aura une question de savoir qui garde quoi, où passera la ligne de cessez-le-feu, etc. Il y a une intensification des combats.
Donc c'est aussi dans ce contexte-là que les Ukrainiens veulent montrer qu'ils ont des atouts à faire valoir, que dans la négociation, ils pourraient avoir des choses à échanger. Et effectivement, ce contexte d'une négociation qui se profile et dont probablement les premières discussions se passent en sous-main est important pour décoder ce qui se passe. Général Bruno Clermont, une dernière question pour essayer de finir le tour de cette percée ukrainienne totalement inattendue. Pour vous, quels sont les différents scénarios auxquels on va pouvoir assister potentiellement dans les prochaines semaines et d'ici l'hiver? Sur le terrain, j'entends. Alors, par rapport à cette offensive, c'est difficile de le savoir, mais on va le savoir assez vite. Est-ce qu'elle se poursuit ou est-ce qu'elle va s'arrêter? Est-ce que les Russes la repoussent? Est-ce que ça crée un nouveau front? On va le savoir. Sur l'ensemble du front, je pense qu'aujourd'hui, le front, on comprend qu'il va être à peu près figé. C'est-à-dire que les lignes de front ne vont pas tellement avancer. Les Russes vont essayer de grignoter les derniers kilomètres carrés qu'ils leur mettent pour avoir annexé la totalité des 4 oblasts. Vous savez qu'ils avaient annexé par référendum. Les Ukrainiens vont continuer à faire de la frappe au cas par cas dans la profondeur et d'essayer d'affaiblir la Russie pour avoir des éléments de négociation. Mais grosso modo, on va rester dans ce schéma-là dans les jours qui viennent. Les F-16 ne peuvent pas changer la donne parce qu'ils arrivent trop tard et ils sont trop peu. Une dizaine de F-16 ne peut pas faire la différence. Oui, puis en plus avec les F-16, on doit ajouter la formation des mécaniciens, des pilotes, etc. Donc il y a toute la logistique. Oui, mais vous voyez, les F-16 finalement, ils sont arrivés. Il y a une dizaine de F-16 qui sont arrivés à un an. C'est quand même un exploit d'avoir été capable de mettre en place une dizaine de F-16 en un an, formant pilotes et mécaniciens, l'armement et tout ça. C'est un exploit. Maintenant, 10 c'est pas beaucoup. Ils en ont besoin de beaucoup plus. Là, pour l'instant, on se rend compte qu'on rentre dans une phase de négociation. Puis un élément aussi qui est important, c'est qu'il y a une lassitude du côté occidental, certainement, mais il y a aussi une lassitude du côté ukrainien, et il y a de plus en plus d'Ukrainiens qui évoquent la question de la négociation et deviennent de plus en plus difficile de mobiliser en Ukraine également. Merci beaucoup, Général Bruno Clermont, général du corps aérien, ancien directeur de la sécurité aéronautique d'État, d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour essayer de comprendre ce qui se passait sur le front ukrainien et russe. Et vous le dites, soyons très prudents parce que tout peut arriver. Ces derniers mois nous ont montré que tout était possible. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Vos réactions, évidemment, au standard, au 0826 300 300. Pourquoi? Mais parce que ce sont les grands débats de l'été, bien sûr. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. 10h30, vous en avez l'habitude maintenant, c'est l'heure des grands débats de l'été. Nos mousquetaires sont autour de la table. Évidemment, nous allons passer l'actualité au scalpel. Nous sommes avec Octave, caricaturiste de presse. Bonjour. Bonjour. On peut notamment vous retrouver sur Instagram où vous arrivez à détourner l'actualité de façon objectivement hilarante avec votre coup de crayon. Merci beaucoup d'être avec nous. Votre première sur Sud Radio. Bernard Cohen-Haddad, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CPME Paris et du think tank Étienne Marcel. Et votre dernier livre, c'est L'avenir appartient aux PME, publié chez Duno. Franck Dedieu, qui est le directeur adjoint de la rédaction de Marianne, arrive et nous sommes avec Kamel Chibli. Bonjour. Bonjour. Vice-président de la région Occitanie, qui est un habitué des micros de Sud Radio et qui nous avait déjà régalé ici il y a quelques jours au beau milieu des Jeux Olympiques dans tous leurs états, que vous retrouvez d'ailleurs à partir de midi, et en compagnie du camarade Joseph Ruiz. C'est l'heure évidemment de décortiquer l'actualité en votre compagnie, mais avant on va faire un tour par chacun d'entre vous justement pour les coups de cœur et les coups de gueule, et j'aimerais qu'on commence par vous, Bertrand Cohen-Haddad, parce que vous avez tout simplement décidé de nous offrir un petit coup de gueule sur cet héritage positif des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on va le garder ou pas? Parce que c'est la question qu'on se pose. Ah oui, c'est la question que je me pose, parce qu'on vit un temps suspendu depuis une quinzaine de jours. On a aussi 15 jours de Paralympiques, faut quand même pas les oublier, c'est aussi important, mais tout ce qu'on vit de positif en matière d'engagement, de société, de vivre ensemble et aussi de sécurité et de RSE, est-ce qu'on va le garder pour l'après ou pas? C'est au-delà de savoir si on va regarder la vasque, au-delà de si on va garder les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, c'est est-ce que ce moment suspendu qu'on a vécu dans ces matières positives, y compris inclusifs, on va le garder ou pas? Et autour de la table, qu'est-ce qu'en pense Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie? Est-ce qu'on va réussir à garder cette ferveur, cette passion qu'on a en ce moment dans le pays? Je le souhaite. Après, on va être cash, puisque vous voulez que ce soit cash. Ah bah oui, on va vite revenir dans la tambouille politique et les problématiques du quotidien. Mais profitons de ces instants extraordinaires suspendus, comme ça a été dit. Moi, voilà, franchement, je me régale dans ce moment-là. Et je pense que les Français se régalent aussi, dans leur télé ou dans les stades. Donc, profitons de ce moment suspendu et essayons d'être un peu positifs.
Franck Daudieu, merci de nous avoir rejoint. Je vous présente, vous êtes le directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Le nouveau numéro est génial. Oh, pourquoi vous allez payer plus cher? Vous pouvez évidemment le retrouver en kiosque. C'est la nouvelle formule, plus courte, plus percutante. Merci d'être avec nous. Et moins cher. Et moins cher en plus. C'est-à-dire à contrario de ce que font tous les autres hebdomadaires. Raison de plus pour lire Marianne. Qu'est-ce que vous pensez de cette ferveur qu'on est en train de vivre et qui va malheureusement peut-être s'estomper un peu brutalement? Alors, moi je pense qu'on a déjà la réponse qui est donnée par mes confrères. On a parlé de moment suspendu. Effectivement, c'est un moment, c'est-à-dire que cette expression, elle contient en elle le caractère un peu conjoncturel. Bon. Et donc, il suffit pas de vouloir. Effectivement, peut-être qu'il y a une injonction de la bonne humeur, il y a une injonction de l'apaisement qui est tout à fait souhaitable et de très bon augure, mais il y a en face des problèmes qui ne sont pas des problèmes conjoncturels, qui sont des problèmes structurels, des problèmes de fond. C'est-à-dire que vous pouvez vouloir, et c'est peut-être ça le point en fait de notre crise, c'est-à-dire qu'il y a une distance entre le vouloir et le pouvoir. Vous pouvez vouloir, et là, qu'il y ait une sorte de bulle positive, d'empathie, de réconciliation, c'est possible. Le problème, c'est que vous êtes face, je dirais, à une kyrielle, un chapelet d'empêchement de changer de politique économique, de changer de politique sociale, et je dirais que quelque part, le contraste entre le vouloir et le pouvoir, s'il devient véritablement brutal, eh bien, vous allez avoir quelque chose peut-être d'inversé. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un état d'esprit plutôt pessimiste, eh bien, face à votre impuissance, vous trouvez ça presque dans le prolongement assez normal. Oui. Quand vous êtes... Alors que là, ça va être la chute. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que cette injonction, je dirais, de bonne humeur, moi, je vais pas jouer le trouble fait ou le pisse-vinaigre. Ça arrive à des entretiens. Voilà. Mais, si vous voulez, je crains que on confonde ce qui relève du conjoncturel et ce qui relève du structurel. L'économie, on a souvent dit, c'est une histoire d'état d'esprit, d'envie d'investir, d'envie d'embaucher. Non, c'est pas simplement une question d'envie. Et dans quelques semaines, on dira qu'est-ce qu'on était bien à cette époque-là, qu'est-ce que c'était génial. Ah ouais, exactement, on dira c'est le passé. Ouais. Octave, caricaturiste de presse, vous, est-ce que justement vous souhaitez, vous espérez qu'on puisse continuer à être dans cette période agréable où le pays semble avoir oublié tous ses problèmes? Il faut être réaliste et je pense qu'on va vite justement revenir sur la réalité où il va y avoir des retombées sur tout ce qui s'est fait les mois précédents. Après, je reste optimiste. Je suis un peu rêveur pour ça. Je pense que la France est capable, de cultiver un bon état d'esprit parce que quand la France réussit et quand la France est dans le positif, elle attire le positif autour d'elle. Franck Daudieu, on vous a entendu tout à l'heure, je veux absolument vous donner la parole parce que je lis votre coup de gueule et je pense qu'on va tous rire autour de la table. Les pins sont de retour à l'occasion des Jeux Olympiques et vous dites, mais au secours, c'est un sacré coup de gueule que vous voulez passer. Oui, c'est-à-dire que, en fait, je suis pas contre cette espèce de kermesse commerciale, c'est, après tout, faut jouer le jeu, les bobs, les mascottes, tout ça, c'est devenu un rituel des événements sportifs. Après tout, pourquoi pas? Non, c'est plutôt vraiment le pins en soi, si vous voulez. C'est-à-dire que, d'abord, je suis un peu déçu parce que historiquement, c'est une tradition. Les athlètes s'échangeaient. Ils s'échangeaient pas des pins, ils s'échangeaient des écussons. Ça avait quand même un peu plus de panache. De panache, voilà. Il y avait quelque chose de plus beau. Et puis, plus généralement, je dois vous avouer que ça me donne presque un peu le cafard, ce retour des pins, parce que c'est le retour des années 90. C'est-à-dire, c'est l'individualisme triomphant, il fallait accrocher à son veston ce qui nous distinguait, ce qui faisait de nous un signe d'appartenance à notre club, à notre communauté, et non pas finalement ce qui nous rassemble. Et donc, je trouve que ce retour du pin des années 90 est de mauvais augure parce que, bien justement, ça n'offre pas le reflet, on va dire, c'est pas tellement le reflet de ce qu'on vit actuellement. Exactement. C'est-à-dire que quelque part, on affiche un peu sur notre veston notre appartenance à un groupe et non pas quelque chose de plus général. Et puis, rappelez-vous, dans les années 90, les pins, ça a vite dérivé. Ça a vite dérivé où les entreprises devaient faire leurs pins et
vous avez une sorte d'injonction de mettre votre pins à votre veston pour dire combien vous étiez un salarié, je dirais, fidèle, corporate. Et donc, c'est moi, ce retour du pins... c'est la dépression. C'est un peu la dépression. Du côté de Franck Daudieu. Autour de la table, qu'est-ce qu'on en pense, Bernard Cohen-Haddad? Écoutez, moi je partage un peu ce sentiment retour vers le futur, parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment aimé les pins, je trouve que ça fait un peu has-been. Ceci étant, c'est quand même un événement exceptionnel, les JO à Paris, dans une ville. Ça va presque devenir collector. En fait. Oui, c'est comme les non, mais on n'est pas dans un stade. Sur le frigo. Exactement. On a fait des Jeux Olympiques et Paralympiques dans la cité. Alors qu'on garde un bel souvenir. Moi, je préfère qu'on achète éventuellement ou qu'on s'échange des pins corporate JOP 2024 que d'acheter une tour Eiffel qui a été fabriquée à l'autre bout du monde, etc. Ouais. Je trouve que ça peut être un sentiment d'importance. Le bon sens du président de la CPME Paris. Non, mais et si celles et ceux qui achètent ces pins gardent une belle image de Paris et aussi des épreuves, au moins on aura gagné. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu old fashion pour pas dire has-been. Octave, le caricaturiste de presse, vous avez clairement un coup de crayon, vous avez clairement un côté artiste. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque, ce pin? Est-ce qu'il y a justement un côté sympathique, le petit accessoire qui peut nous faire rêver sur les vêtements, la petite touche en plus? Écoutez, dans mes propos, je vais peut-être paraître un peu cliché, mais pour moi, le pins dans des événements aussi uniques que ceux qu'on vit actuellement, ça permet l'unité aussi, ça permet aussi de se regrouper tous dans une même bannière, de pouvoir profiter d'un moment qui va être éphémère, et on va se rappeler de ce moment peut-être grâce à ce pins, et on va pouvoir peut-être le montrer à nos enfants, nos petits-enfants, en disant que nous on a vécu ce moment-là et que... Alors je parlais pas du pins dédié au JO. Non, c'est le retour du pins en général. En général, parce que celui dédié au JO, finalement, il a ce caractère universaliste et universel qui. Après, si je puis me permettre. Bien sûr. J'ai fait référence à ce pins-là, mais en général, avoir justement un objet qui rappelle un événement, quel qu'il soit, permet aussi de faire un rappel justement aux souvenirs, de comment ça nous a marqué en fait sur l'année dans laquelle on a vécu ce moment. Oui, c'est comme quand on va dans certains festivals de musique ou certains événements très particuliers. Voilà. On est très content d'avoir un petit souvenir singulier. Kamel Chibli, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on peut avoir un pin de la région Occitanie? Sûr, je vous en offrirai la prochaine fois. Je le ramènerai. Oui. Non, moi je me régale. Je trouve que c'est génial. Moi, je vois les jeunes volontaires. Là, j'ai tous les pins que j'ai. D'abord, je comprenais pas ce système des pins. J'ai découvert ça comme tout le monde. Et comme on m'en a donné que j'en avais, je les ai donnés. Moi, les jeunes volontaires, ils se sont régalés. En fait, ils voulaient arborer tous les pays. À celui qui collectionne le maximum de pays, de fédérations. Non, moi, après, c'est un phénomène de mode, de l'instant. Ce qui va durer, j'en sais rien. Ce qu'il faut retrouver surtout, c'est le fait du partage, de la volonté de s'échanger ou de se donner des pins qu'on n'a pas. On a connu ça pour certains jeunes, jeunes générations, quand on collectionnait des trucs, voilà. Donc, moi, je trouve qu'il y a plutôt, les vignettes. Il y a eu les vignettes de foot qu'on a accrochées sur le frigo. Il y a eu les cartes. Les cartes. Il y a eu les cartes. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les Pokémon, exactement. Les billes pour les plus expérimentés. Ouais, mais la différence là, c'est que vous avez quand même une volonté d'aller discuter avec l'Indien, avec l'Anglais, avec l'Américain, avec le Marocain, etc., pour lui demander est-ce qu'il a son pins. Il y a quand même un échange. Alors, vous avez dit, c'est le moment, c'est l'instant qui est un peu universel, mais je trouve que cette démarche, elle est quand même assez sympathique. En tout cas, dans le regard de tout ce que j'ai vu, j'ai trouvé plutôt un moment plutôt de partage qu'un moment de régression, si j'ose dire. Oui, puis c'est ce que je disais, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Bernard Cohen-Haddad, c'est-à-dire qu'en plus, c'est beaucoup mieux d'avoir ce petit pins sympathique, sans doute fabriqué par une petite entreprise française. On aura peut-être des papiers tenus dans Marianne dans 2 ou 3 semaines qui nous expliqueront que finalement c'était fantastique. Il y a de petites TPE ou PME françaises qui ont réussi, qui ont explosé leur chiffre d'affaires pendant les JO parce qu'ils ont réussi à se focaliser sur un petit objet, un pins ou quelque chose comme ça. C'est pas une opportunité. Oui, et puis le Made in France, il y a vous savez, cette période de Jeux Olympiques pour beaucoup de PME, de la fabrication, de ce qu'on appelle la petite industrie, c'est un moyen aussi d'être dans le jeu, alors que ce jeu-là, entre guillemets économique, il est réservé aux grands majors internationaux. Donc parce que les contrats avec le CIO et les grands organisateurs sont des contrats auxquels ne peuvent pas participer les PME de fabrication nationale. Donc si sur certains objets dédiés, symboliques, il peut y avoir aussi du Made in France, ne boudons pas notre plaisir, mais
quand même, ça reste pour moi un peu ma jeunesse. Oui, mais c'est ce que disait un peu Franck Deluc, dans le sens où moi, ça commence, ça peut me mettre. En toute sincérité, si on peut retrouver des stades de notre jeunesse qui reviennent aujourd'hui, moi, je suis pas contre, quand on voit l'évolution de notre société. Moi, je suis un peu nostalgique quand même de ce qu'on a vécu pour certains il y a quelques années en arrière. Mais justement, Kamel Chibli, juste après la pause, vous allez revenir sur votre coup de cœur, parce que c'est justement une ode aux volontaires qui se mobilisent en masse, qui sont partout sur les quais, dans les fan zones, et vous allez leur réserver, on va dire, votre petite tribune. Et puis il y aura également le coup de cœur de notre caricaturiste de presse en studio, Octave, le coup de cœur pour le fair play, le petit message qu'il a adressé à l'adversaire japonais qu'il avait terrassé en finale. À tout de suite sur Sud Radio pour se parler vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Toujours en compagnie de nos mousquetaires aujourd'hui pour analyser l'actualité. Octave, caricaturiste de presse, merci d'être avec nous. Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris et du think tank Étienne Marcel. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Je rappelle le dernier numéro qui se trouve en kiosque. Oh, pourquoi vous allez payer plus cher? Et Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie. On finit jusqu'à 11h le tour de nos coups de cœur et nos coups de gueule. Et vous, Octave, vous avez choisi un coup de cœur, et c'est le fair play entre Teddy Riner et son adversaire japonais. On rappelle en plus que l'adversaire japonais avait hésité pratiquement à rentrer dans son pays en disant je ne sais même pas si j'ai été à la hauteur lors de cette performance, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai aimé en fait cette rivalité et ce respect qu'il y a eu à la fin de ce combat. On voit deux mentalités très distinctes. On a deux mentalités qui sont assez similaires, parce que ce sont des sportifs qui souhaitent gagner avant tout. Mais on a Teddy Riner qui va peut-être moins s'offusquer d'une défaite, bien que son objectif c'est bien sûr de ramener la médaille pour notre pays et pour lui-même, mais c'est aussi de dire j'ai fourni l'effort. Et la mentalité japonaise, c'est la précision, c'est on va dire la voie du Bushido, si je puis dire, où en fait on a une mission, on a un but, et si on faillit à notre tâche, c'est un déshonneur. Et c'est bien justement de partager les deux états d'esprit, qui est la soif de réussite qui est très distincte dans l'état d'esprit japonais, et la soif de perfection. Et la perfection est quelquefois un mélange d'échec et de précision. Et Teddy Riner le montre via sa victoire, en respectant son adversaire et en saluant cette défaite qui a été au final pas une aussi importante défaite que puisse penser son adversaire. On rappelle le mot les quelques mots qu'avait déclaré l'athlète japonais. Pour être honnête, je ne pense pas pouvoir retourner au Japon. J'ai honte et je suis déjà frustré par moi-même. Ce à quoi Teddy Riner avait répondu: mais cher Tatsuru Saito, je tiens à affirmer après notre dernier match que ta performance impressionnante force le respect de tes adversaires. Mon respect, ta détermination et ta combativité m'ont impressionné et m'ont poussé à me dépasser. Ce fut un honneur de te rencontrer sur le tatami. C'est exactement ce que vous disiez, Octave. Totalement deux mentalités qui s'affrontent autour de la table. Franchement, j'étais ravi d'entendre ce coup de cœur, parce que on est quand même face à de très belles images, à une très belle vision du sport, du respect, de l'adversité. Ouais, une grande majorité. D'ailleurs, cette image est forte parce que elle montre d'abord le respect qu'ont les sportifs entre eux, mais c'est aussi une manière de montrer à la France entière, au monde entier, cet esprit de tolérance, cet esprit aussi d'accepter aussi quand on perd ou quand on gagne, c'est plus facile, mais quand on perd, et le respect de l'adversaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, Teddy Riner par rapport à ça, parce que le japonais est frustré, mais la réalité, il a perdu contre le plus grand des champions. Donc autant des fois quand on perd face à une situation où le combat était facile, autant là c'était quasi impossible. Donc non, c'est une manière aussi de démontrer encore une fois que dans le sport il y a des vraies vertus, il y a des vraies valeurs, et celle-là, et que ce soit en plus incarné par Teddy Riner, ça a tout son symbole et son sens dans le moment que l'on traverse. Qui est identifié, qui est un multiple champion, qui est respecté, qui a les oreilles de beaucoup de gens et qui est un exemple aussi pour beaucoup de jeunes. Bernard Cohen-Haddad. Moi, je crois que ce qu'a dit Teddy Riner, c'est l'esprit même des Jeux Olympiques. Ça n'a pas été le cas tout le temps pendant cette quinzaine de Jeux Olympiques. Je rappelle qu'il y a des athlètes qui ont refusé de serrer la main d'autres athlètes. Il y a même des athlètes qui ont refusé de concourir face à d'autres athlètes. Et il y a des athlètes qui se sont plaints de ne pas être face à des athlètes de même catégorie. Donc on n'est pas effectivement, comme ça a été dit par Kamel, dans un monde de bisounours. Mais justement, c'est là ce qui doit rassembler ce moment suspendu, ce moment exceptionnel que sont les Jeux Olympiques, c'est le respect de l'adversaire
y compris quand il perd. Et c'est là-dessus on voit que Teddy Riner fait partie des grands champions, pas uniquement par la taille et par le poids, et par le nombre de médailles. C'est lui, aujourd'hui, qui montre que l'esprit olympique, que nous portons, nous, à travers nos valeurs de droits de l'homme, de respect des uns, de respect des autres, du respect de la différence, y compris quand on gagne, de savoir tendre la main à celui qui a perdu. Puis ce qui est intéressant en fait dans ce combat et dans ce message, c'est le partage des mentalités. C'est plus la comparaison, c'est plus la compétition de qui pense le mieux ou qui fait le mieux dans sa société. C'est les Français font comme ça, il y a du bon dans ce qu'ils font, on va peut-être pourquoi pas l'assimiler dans notre culture. Et pareil pour les Japonais qui ont justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce rappel à la précision dans leurs actions, dans leur métier. Pourquoi pas le rajouter à nos valeurs en France, être plus précis, avoir plus envie de réussir, comprendre que l'échec effectivement ça peut être une fatalité, mais ça ne doit pas nous empêcher de recommencer pour réussir à nouveau. Oui, et puis en plus, c'est ce que disait Teddy Riner sur le tatami, c'est-à-dire qu'on est face quand même à un adversaire qui vous donne envie de vous dépasser, ou vous apprenez directement pendant le combat. C'est très rare d'entendre ça. Au contraire, on est plutôt joyeux quand on sort d'un terrain de se dire, bon ben voilà, on les a écrasés, c'est la confirmation, on va dire, de ce qu'on a appris pendant des mois et de notre entraînement. Là, pas du tout. C'est ce qui s'est passé sur le terrain, ça m'a transformé, ça m'a challengé. C'est rare aussi d'avoir ça. Bien sûr. Surtout que c'est deux champions qui se valent. On a notre Teddy Riner qui est un champion olympique, on a le champion japonais en question qui lui non seulement a été plusieurs fois champion du monde, il me semble, médaille d'argent aux Jeux Olympiques, mais en plus il a un père qui a remporté les Jeux Olympiques, je crois 2 fois. Il a été médaillé d'or 2 fois d'affilée. Il a remporté plusieurs championnats du monde. Donc au final, on a affaire à 2 personnes qui se valaient au niveau de la compétition. C'est un Messi et un Ronaldo, si vous préférez, dans le foot. Franck Daudieu, qu'est-ce qu'on pense justement de cet respect, même de cette humilité dont on ne peut pas dire qu'on y soit totalement habitué dans les médias français. Et de cet échange aussi, ce que disait Octave, c'est que quelque part, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces sportifs de haut niveau qui sont, je dirais, à l'échelle internationale, ne vivent pas un vase clos. On pourrait imaginer qu'à partir d'un certain niveau, ces sportifs ont la même culture. Et quelque part, ces cultures nationales, ces spécificités nationales sont érasées par, je dirais, le top niveau. Eh bien non, il existe des cultures nationales distinctes entre les sportifs, et ça fait l'objet d'échanges. Les sportifs ne se ressemblent pas tous. Ils arrivent avec leur bagage, avec leur histoire, avec leurs valeurs, qui sont distinctes les unes des autres, et donc on n'est pas dans une espèce de globish, de globish sportif où tout le monde se ressemble. On voit qu'il y a des différences, des spécificités qui sont extrapolables, parce que des spécificités entre ces 2 judokas disent aussi quelque chose sur ce qui différencie la culture française et la culture japonaise. Et je trouve que c'est pas mal, justement, que les sportifs, comme nous d'ailleurs, nous ne ressemblons pas tous. Et puis on y assiste, c'est ça qui est le privilège de ces JO. Et en plus, il y a une spécificité, parce que le judo, pour connaître aussi un peu ça, et Teddy Riner connaît par cœur ce que représente le judo au Japon, c'est carrément une deuxième religion. C'est quand même le sport le plus pratiqué, c'est son histoire, ses bases sont là-bas. Donc forcément, il sait Teddy Riner la difficulté pour un grand champion comme celui qui a perdu contre lui, ce que ça peut représenter. D'autant plus qu'on est sur une spécificité, parce qu'on parle d'un combat par équipe. Il faut reposer les choses dans ce contexte où on est mené largement et où le golden score arrive et fait en sorte que le hasard fait que ça tombe sur Teddy Riner. Autant vous dire que la symbolique et le poids, autant sur Teddy que sur le japonais, était immense à ce moment-là, puisqu'il s'agit de la médaille d'or. Donc forcément, c'est décuplé, l'émotion est décuplée, la situation est décuplée. Les émotions étaient au rendez-vous. Oui, parce que imaginez-vous, ça tombe sur Teddy Riner. Teddy Riner perd le combat. Il avait la charge personnelle et la charge de toute l'équipe, la charge d'une nation. C'est un peu le cas du japonais. C'est pour ça que je pense que Teddy Riner a bien compris ce que ça pouvait représenter pour le Japon et pour le japonais notamment. Bernard Cohen-Haddad. Oui, aussi, on est dans une autre relation, c'est-à-dire dans un autre hémisphère, si vous me le permettez. C'est-à-dire que au Japon, l'honneur a encore une valeur, encore du sens. La défaite, si on a montré qu'on n'a pas tout fait pour gagner, c'est aussi quelque chose qui pèse non seulement sur soi, mais sur son entourage.
Et ce message qui est envoyé, c'est un message de reconnaissance d'un grand champion à un autre grand champion, pour pas que ce grand champion qui a perdu perde la face, non seulement pour lui, pour sa famille et aussi pour son pays. Et c'est ça la grandeur de la France, excusez-moi de le dire. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On vous excuse très bien. Non, mais c'est parce que parfois on emploie des mots un peu lyriques, mais ce geste-là, c'est aussi une reconnaissance nationale à un autre pays, dans une autre façon de penser, dans une autre façon d'être, y compris la pratique sportive. Une reconnaissance, on va en avoir. Kamel Chibli, c'est à vous que je donne la parole pour un coup de cœur. On va en avoir pour les volontaires qui sont décidément partout et sans qui ces Jeux Olympiques ne seraient pas les mêmes. Ouais, c'est extraordinaire, franchement. Alors, je le dis pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas eu comme nous la chance d'être à Paris à ce moment-là. C'est 45 000 jeunes et moins jeunes, bénévoles, associatifs, beaucoup de Français bien sûr et des 4 coins du monde. Moi j'en ai fait des compétitions, mais je peux vous garantir que j'ai jamais vu une ferveur aussi incroyable. C'est-à-dire l'accueil, le souci du détail, le souci d'informer les touristes, les spectateurs, les sportifs. Moi, j'ai jamais vu autant de joie, autant de passion. Alors peut-être c'est un temps suspendu, mais qu'est-ce qu'il faut en profiter de ce moment? Et je dis coup de cœur parce que c'est un moment donné où on parle beaucoup de sport, on parle d'héritage. On parle d'héritage financier, d'infrastructure, mais le plus gros des héritages et le plus important, c'est celui d'avoir des hommes et des femmes qui s'engagent au quotidien pour s'occuper de nos jeunes. Parce que je peux vous garantir qu'avec les médailles que nous avons et l'engouement que suscitent les JO Olympiques, on va retrouver des milliers de jeunes et d'enfants qui vont vouloir aller dans les clubs pour s'inscrire, pour prendre une licence. Et la difficulté sera là. C'est pour ça que je voulais avoir ce clin d'œil, parce que je n'ai croisé beaucoup de ma région, y compris de mon département de l'Ariège, et j'étais assez stupéfait par cet engouement, et je me dis que s'il y a un hommage qu'il faut rendre aujourd'hui, c'est un hommage à tous ces bénévoles et ces volontaires qui franchement sont la fierté de notre pays. Vous parlez justement de ces jeunes qui vont certainement se précipiter dans les différents stades, dans les différentes fédérations pour s'inscrire au sport. Ça sera l'un de nos débats tout à l'heure. Mettons un pognon de dingue, selon l'expression consacrée, sur le sport, parce que on a beau être ravis, on a quand même de grands athlètes qui se plaignent que nous ne sommes pas un pays de sport. Je pense à Florent Manodou. Et puis même, on a beau vénérer Léon Marchand. Je rappelle qu'il est allé s'entraîner aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il n'est pas grand temps que ce pays se transforme en une nation de champions? Ce sera notre débat un de nos débats à partir de 11h. Vos réactions à ce que vient de dire Kamel Chibli justement sur l'engagement des volontaires, de la jeunesse, Bernard Cohen-Haddad? Mais Kamel a entièrement raison, mais déjà la France est un pays de bénévoles. Ceux qui aujourd'hui animent nos clubs, le mercredi, le samedi, le dimanche, nos clubs sportifs, ceux qui animent nos associations vis-à-vis des plus jeunes ou des plus âgés en France, ils sont la plupart du temps bénévoles. Ceux qui militent dans les mouvements politiques, ils sont des bénévoles. Donc on est une nation de bénévoles, trop souvent pas assez reconnus pour le travail qu'ils font. Mais c'est vrai que là, les bénévoles qui sont sur les sites des GOP, à Paris, en Ile-de-France, mais au-delà, à Marseille, à Châteauroux, à Lille et dans d'autres sites, font un travail, à Tahiti effectivement, ultramarins, font un travail exceptionnel. Non seulement le fait de porter l'uniforme, entre guillemets, est positif, mais aussi de se sentir dans un projet commun. Franck de Dieu. Oui, moi je trouve que je suis d'accord avec Kamel, il y a une sorte de rappel que la gratuité, le don de son temps, le don de donner quelque chose sans rentrer, comme disait Marx, dans l'eau glacée du calcul égoïste, eh bien, ça existe en France, particulièrement en France, chez les jeunes. Et tout cela est finalement très positif, et c'est quand même pas mal de pas tout mettre en équation entre ce que je gagne par rapport à ce que je reçois. Il y a eu pas mal de débats sur la question de savoir est-ce qu'on va rémunérer les bénévoles d'une certaine manière. Il y avait, je crois, des députés qui se disaient, et on peut en débattre, de se dire, mais on va en débattre. Si on ne rémunère pas les bénévoles, ce qui serait une sorte de, je dirais, d'oxymore, si on ne les rémunère pas, comment faire en sorte qu'on les reconnaisse? Il y avait par exemple l'idée de se dire, on pourrait leur donner des points de retraite supplémentaires, des trimestres. Bon, tout cela peut faire l'objet d'un débat, et pour ne rien vous cacher, j'étais plutôt favorable. Mais en regardant ce qui se passe au niveau des Jeux, je crois que l'idée de la gratuité, l'idée de se dire, effectivement, il peut y avoir un retour sur investissement en termes de prestige, en termes de moi j'y étais, etc. Bien sûr, et on voit que, bien sûr, et on voit que dans les associations, il y a parfois des personnes qui rentrent en conflit, et parfois en conflit très aigu. Donc tout n'est pas une question d'argent. Mais je trouve que tout de même, cette idée de gratuité, de ne pas rentrer dans cette logique, il y a quelque chose, ça a un peu,
Ça a un peu de la gueule. Et ça c'est dit. Dans quelques minutes sur Sud Radio, il sera 11h, on ouvrira le fourreau des épées de nos mousquetaires pour justement voir qui va ferrailler autour de l'actualité de nos différents thèmes. Les restaurateurs qui augmentent leur prix pendant les JO, est-ce que c'est vraiment le jeu? Plus de 30% par exemple pour le prix d'un steak frites. Mettons un pognon de dingue franchement sur le sport pour faire de la France une nation de champions. Et puis on va commencer avec ce qui je crois peut mettre le feu aux poudres, et on attend vos réactions au 0826 300 300 et sur l'application Sud Radio. Agnès Pannier-Runacher dans l'Express qui déclare, je cite, le pays n'est pas à droite, c'est une vérité parallèle. Ah bon, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous le savez, le slogan de Sud Radio, c'est parler vrai. Et là, je peux vous dire qu'avec nos mousquetaires aujourd'hui autour de la table et devant leur micro, on ne va pas en manquer. Nous sommes avec Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, qu'on peut retrouver en kiosque. Pourquoi vous allez payer votre eau plus cher? Ceux qui seront lésés, ceux qui passeront entre les gouttes. Je vous le conseille, nouvelle formule, plus courte, plus efficace et moins chère. Nous sommes toujours avec Bernard Cohen-Haddad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de CPME Paris et vous avez le think tank Étienne Marcel. Et puis nous sommes avec le vice-président de la région Occitanie, Kamel Chibli, et toujours en compagnie d'Octave, caricaturiste de presse. Je conseille de vous rejoindre sur les réseaux sociaux où tous les jours vous détournez l'actualité avec votre coup de crayon et souvent on en rigole franchement. L'analyse dont on risque de ne pas beaucoup rigoler, aussi bien dans les milieux politiques qu'ici au Standard de Sud Radio, c'est l'analyse politique d'Agnès Pannier-Runacher, députée et ancienne ministre du gouvernement Macron. Elle a accordé un grand entretien dans l'Express et on aura l'occasion d'y revenir. Elle y parle de Xavier Bertrand, de l'état de la politique dans le pays, de la défaite, parce qu'elle le reconnaît, le camp présidentiel a perdu les élections législatives. On ne peut pas dire que ce soit monnaie courante dans le camp présidentiel. Et il y a cette phrase sur laquelle on a décidé de s'arrêter ce matin. Elle déclare « La France n'est pas à droite. Je ne suis pas la seule à le penser. Nombre de mes collègues le disent. Il s'agit là d'une vérité parallèle qui pollue le débat public. Elle est sans doute en manière d'autorité, en matière économique et sociale, elle est à gauche. Et quand on fait du porte-à-porte dans le Pas-de-Calais, les électeurs du RN ont une forte attente d'autorité, c'est très clair. Mais elle nous explique qu'en réalité, c'est une illusion de penser que le pays est à droite. Autour de la table, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas franchement du foutage de gueule, Bertrand Cohen-Haddad? Écoutez, moi je pense que Agnès Pannier-Runacher, qui a été une bonne ministre, une bonne ministre des PME, une bonne ministre de l'Environnement, qui est une haute fonctionnaire, plaide d'abord pour sa paroisse, et que c'est grand entretien, c'est dire et moi aussi. Je peux être première ministre parce que je viens de la gauche, je viens du camp de Macron, je suis compatible, je suis... Ah, vous la voyez directement à Matignon? Vous savez, en ce moment, c'est le marché, donc chacun y va pour dire et moi, et si on parle pas de soi, les autres parlent pour vous. Donc moi, je pense qu'elle a aussi une ambition, ce qui est normal. Elle vient de se faire élire dans le Pas-de-Calais avec un soutien de la France Insoumise, puisque la France Insoumise, s'est désistée au deuxième tour. Elle a refusé de signer de serrer la main du Benjamin de l'Assemblée nationale, donc elle est dans un environnement gauche compatible et bien entendu elle a des qualités, et puis il faut dire la vérité, je fais pas campagne pour elle, rassurez-vous, elle a les qualités d'être première ministre parce qu'elle a fait l'ENA, elle a fait Sciences Po, elle a fait HEC. Elle vient d'un grand groupe financier, donc c'est une femme qui effectivement a beaucoup de qualités pour être une technicienne, comme on dit, une technicienne. Sur ce plan politique, moi je crois que c'est effectivement un débat qu'on a en ce moment tous. C'est pour ça qu'on a des personnalités comme Xavier Bertrand, comme François Villeroy de Galhau, comme éventuellement Bernard Cazeneuve, qui est socialiste compatible libéral. On a effectivement une attente des Français qui est plutôt à droite et une attente des Français qui est plutôt à gauche en matière sociale, en matière de pouvoir d'achat, en matière aussi de partage de la valeur. C'est ça aujourd'hui, pour pas être trop long, qui fait qu'on a une France un peu difficile à gouverner parce qu'on a des signes contradictoires. Et sur le fond, je dirais que le cœur des Français est à gauche et la raison à droite. Ça, c'est une belle phrase. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Bernard Cohen-Haddad, Kamel Chibli? D'abord, la ministre, très peu de Français la connaissent. Sortons de notre cercle parisien. La réalité aujourd'hui, c'est qu'elle est sur un propos d'opportunisme. Après, sociologiquement, je pense que la France est à gauche. Après, on a des vrais débats aujourd'hui. On a des sujets régaliens qu'on considère plutôt de droite et d'autres, dès lors qu'on touche au pouvoir d'achat, au social, plutôt de gauche. La question, c'est qu'aujourd'hui, même là, les Français, qui d'ailleurs sont les plus en difficulté, ce sont que ceux qui ont besoin d'autorité et de sécurité.
la question aujourd'hui qui est posée dans notre pays, c'est effectivement quand on voit le résultat, qui bien sûr une défaite, mais ça, je pense qu'elle n'avait pas besoin qu'on l'explique, c'était une large défaite, c'est une très lourde défaite, qui est aujourd'hui... Pas besoin qu'on l'explique, mais dans le présidentiel, c'est pour ça que moi, à leur place et à sa place, je ferai preuve de modestie. Alors qu'on nous explique maintenant, à nous, la phrase, son histoire, et est-ce qu'elle est à gauche ou est-ce qu'elle est à droite, au-delà de ça, il y a des attentes qui sont convergentes. Qu'on ait voté, parce qu'il y a quand même, bien sûr, un vote Rassemblement National très haut dans ce pays, mais je rappelle qu'une grande majorité de ceux qui ont voté Rassemblement National, je les vois, parce que moi j'ai fait du porte-à-porte, et j'en fais depuis plus de 20 ans. Je peux vous garantir que les premières des préoccupations, ça reste quand même le pouvoir d'achat et les problématiques de fin de mois. Après, bien sûr qu'il y a cette question de sécurité. Moi j'ai rencontré des villages perdus dans mon département, où les gens m'ont dit, mais vous avez vu à la 15 à la 16, ils donnent même pas la chaîne. Et bien, vous avez vu hier à la 15 à la 16 ce qui s'est passé? Je dis non, oui, il y a un tel qui a fait ça, il s'est passé tel drame et tel drame. Et les gens, effectivement, il y a une puissance télémédiatique qui est très forte, qui fait qu'on a des gens aujourd'hui qui sont dans l'inquiétude et que quand on est inquiet, quand on a peur, on a tendance à voter extrême. Mais au-delà de ça, et je terminerai par ce propos, je pense qu'effectivement, dans la société d'aujourd'hui, et au-delà des résultats qu'on a eus, il y a une France qui aspire à une meilleure condition de vie. Oui. Donc on pourrait dire effectivement qu'il y a une attente de gauche beaucoup plus forte, c'est certain. Octave, caricaturiste de presse, qu'est-ce qu'on pense de cette déclaration d'Agnès Pannier-Runacher? Elle est dans le vrai ou elle ne voit pas la réalité du pays? Aujourd'hui, je pense que je vais peut-être être en opposition avec ce que vous dites, mais pour moi, la France est factuellement de droite. Voilà. Elle est pas, elle est sociale, elle reste sociale parce que ça fait partie de ce qu'il y a au plus profond de son être. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit même à travers les Jeux Olympiques que on aspire justement à aller plus loin, à toujours remporter des victoires, à se dépasser. Je pense que quand on a un esprit de droite, c'est aussi ça qu'on attend, c'est pouvoir aller plus loin, avoir une augmentation, avoir une perspective Octave, au niveau de sa carrière. Là, je m'inscris en faux. Moi, honnêtement, j'ai 47 ans. Ces clichés de je veux réussir, la méritocratie c'est à droite, ça, je m'inscris en faux. On peut être de gauche. Moi, je suis issu d'un foyer modeste. Oui. Mais moi, j'aspire tous les jeunes dans des quartiers dits populaires ou dans des territoires ruraux. À gauche, oui, mais peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que sortons des clichés où quand on parle de réussite, de suite, on le clichette directement à la droite. On a des gens qui sont dans des quartiers dits propriétaires qui ont envie de réussir et qui aspirent à une meilleure vie que celle qu'ils ont aujourd'hui. Et ça veut pas dire pourtant qu'ils sont de droite. J'appelle pas au cliché de. C'est vrai que je l'ai pris sous cet angle-là. Objectivement, je parle d'un aspect d'une carrière, mais je peux aussi parler d'une rigueur en fait sur nos tâches au quotidien, savoir s'imposer un cadre. Vous parliez de sécurité tout à l'heure un moment. Je pense que aujourd'hui ça englobe un esprit qui serait plus orienté à droite aujourd'hui, mettre l'accent sur la sécurité, l'accent sur les capacités à entre guillemets, mieux s'organiser, mieux être plus rigoureux, avoir plus de cadres. C'est plus ça dont je parle. C'est pas forcément... Le besoin de protection, oui, le parce besoin, que, le sentiment d'insécurité. Parler de réussite sociale, c'est pas par rapport à ce que vous faites dans la vie, mais par rapport à comment vous le faites, tout simplement. Et ça fait partie de ce mouvement-là que je pense aujourd'hui que la France a adopté, c'est de pouvoir à chaque fois vouloir se dépasser, aller plus loin, et pas forcément via ce qu'il y a dans son portefeuille, mais aussi par rapport à ce qu'il peut faire et à sa capacité à faire. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, qu'est-ce qu'on pense de cette analyse de Pannier-Runacher sur le pays? Alors, contrairement à Octave, l'ancienne ministre refuse de faire de la topographie parlementaire. C'est-à-dire que, effectivement, si on regarde l'hémicycle, on dit, pour reprendre votre terme, la France est factuellement de droite. Elle dit, attendez, c'est plus compliqué que ça. Et je pense qu'elle a raison. C'est-à-dire que, au fond, c'est à l'aune des valeurs et des attentes qu'il faut juger si la France se droitise ou pas. Je crois que la France ne se droitise pas. Elle a, de façon très cohérente d'ailleurs, c'est pour ça que de se dire qu'il y a un flou, une sorte d'indécision française entre la droite et la gauche, est pas tout à fait juste. Il y a deux demandes très clairement affichées par les Français qui peuvent emprunter de la droite et de la gauche.
La première, c'est la demande de protection. Alors vous allez me dire, la protection, c'est quoi? Dans son versant, je dirais, sécuritaire, c'est plutôt la droite. Mais dans son versant social, c'est plutôt la gauche. Oui. La protection, c'est aussi le droit du travail. Exactement. C'est aussi des 55% des Français sont favorables à ce qu'il y ait plus d'intervention de l'État. Donc c'est plutôt à gauche. Et il y a une cohérence. Deuxième demande. J'ai dit première demande, c'est une demande de protection qui emprunte à la droite et à la gauche. Deuxième demande, c'est quelque part, je dirais pas que c'est une demande, c'est une volonté de peut-être. C'est une posture de refus des élites, de refus des sachants plutôt. Alors sur le versant sociétal, ça va donner une forme de néo-populisme qu'on pourrait appréhender comme étant relevant, je dirais, de la droite, peut-être même de l'extrême droite. J'entends ce que vous dites, avec un mépris de classe. Quand j'entends tout ce que vous me dites, et ça va rejoindre un peu ce que dit Kamel Chibli, Bernard Cohen-Haddad, et moi je vais aller, on va dire, du côté d'Octave, sans rire. On a 10 millions de personnes dans ce pays qui ont voté Front National, Rassemblement National. On a eu une succession de crises, on a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid, on a des grèves dans les hôpitaux, il y a 10 millions de personnes qui décident de se ruer sur les urnes pour justement avoir un signal très fort. On panique, on a passé notre temps ces 7 dernières années, et Agnès Pannier-Runacher en a fait partie en disant que mais on doit répondre à ces questions, et pendant 7 ans, mine de rien, il n'y a pas eu les réponses adéquates, il n'y a pas eu tout ça. Et aujourd'hui, on a un camp présidentiel qui a du mal aujourd'hui à reconnaître la défaite, et de deux, on a quand même un Rassemblement National en tête. Et dans ce que dit Agnès Pannier-Runacher, bien sûr, c'est assez juste ce que vous dites, Franck de Dieu, c'est-à-dire que on est avec une réalité beaucoup plus complexe, mais politiquement, est-ce que c'est pas franchement terrible de vouloir nier la réalité, à savoir que le RN aujourd'hui c'est 10 millions d'électeurs? Parce que c'est ce que dit Henri Guénaud. Si vous dites que le peuple de droite dans sa version, je dirais, balsacienne, c'est-à-dire la bourgeoisie, ils ne font pas partie du peuple de droite. Je veux dire, et d'ailleurs, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils appartiennent au peuple de droite ou pas au peuple de droite. Bon, ce que mais vous il y a une réalité électorale, et je vais être obligé de vous couper parce qu'on va rejoindre juste après cette pub Richard de Toulouse qui, lui, justement, il assume: j'ai voté RN comme plus de 10 millions de Français. Je ne sais pas si le pays est à droite, mais ce qui est sûr, c'est que les Français ont voté et leur vote, visiblement, n'est pas représenté suffisamment à l'Assemblée nationale. Ce sera la suite de notre débat en direct sur Sud Radio. Et si vous voulez faire comme Richard de Toulouse, c'est le 0826 300 300 que ça se passe. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On se pose toujours la question, on va dire, de la pertinence de l'analyse d'Agnès Pannier-Runacher, députée, ministre sortante. Elle s'est occupée de l'environnement, elle s'est occupée des entreprises, et elle affirme que le pays n'est pas à droite. Elle dit même que c'est une vérité totalement parallèle que de le penser ainsi. On va filer au standard où vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir appelé Sud Radio. Vous l'assumez, vous avez voté Rassemblement National. Comment vous accueillez les déclarations d'Agnès Pannier-Runacher? Agnès Pannier-Runacher, elle essaie de remettre le débat entre droite et gauche. Il n'est plus là, en fait. Le débat, c'est qu'on veut le bien des Français et de la France. En fait, moi j'ai fait des choix en votant c'est limiter les risques de guerre et d'engagement de la France, que ce soit militaire ou financier en Ukraine. Le seul parti qui c'est le Rassemblement. L'autre raison, c'est le risque interne lié à l'immigration. Tous les conflits qui ont été déclenchés ces dernières années, on va dire depuis les dernières décennies, ils sont pilotés de l'extérieur avec des conflits communautaires dans les pays. On le voit même en Ukraine, puisqu'on a les russophones et les non-russophones. Donc en fait, on a une facilité de décohésion des pays et des risques majeurs. Et aujourd'hui, mais vous, surtout Richard, vous pensez que, on va dire, votre vote n'est pas suffisamment représenté à l'Assemblée nationale, c'est ça? Ben non, parce qu'en plus, si on prend le dernier point, c'est les services publics, on s'aperçoit que la défense des services publics, on va droit vers de la privatisation de masse. Hein, c'est le projet de renaissance. Et je crois aujourd'hui les Français, hein, comme ça a été dit, ils sont quand même très tributaires de la pression médiatique, et on les amène sur des choix qui ne sont pas des choix. Moi, je pense qu'il faut qu'ils se recentrent sur l'intérêt des Français. C'est quoi notre intérêt? Et je reconnais que dans le Rassemblement national, il n'y a pas de réponse concernant l'endettement effréné
Bien sûr que donc ça vous soit avez voté à gauche Rassemblement ou- National pour un certain signal, pour enrayer un peu le déclin auquel vous avez eu l'impression d'assister, c'est ça, ces dernières années? Pour limiter des risques majeurs, hein, que ça soit de conflits et liés à une immigration qui est plus du tout gérée, quoi. Merci beaucoup de nous avoir appelé au standard, Richard. Vous nous appeliez de Toulouse. Autour de la table, qu'est-ce qu'on pense de Richard qui nous dit mais finalement moi mon vote, 1, il n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, 2, finalement j'ai voté RN pour enrayer un certain déclin. Franck Dodieu, on s'était quitté un peu sur cette impression. Oui, bon, c'est Richard, beaucoup plus complexe, mais Richard, il n'a pas l'impression que c'est plus complexe. C'est-à-dire lui. que vous avez Richard dit moi j'ai voté RN par non-interventionnisme en politique étrangère et par non-privatisation en politique économique. C'est quand même... il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 2 ressorts qui relevaient plutôt de la gauche républicaine. Donc, je vous parle pas simplement c'est très difficile après d'extrapoler l'ensemble du motif du vote RN à partir de Richard. Simplement, je vous dis simplement que les 2 ressorts de Richard n'étaient pas véritablement liés à l'immigration, ils étaient plutôt liés, je dirais, à un contexte économique. À un contexte économico-international qui relèverait je dirais, d'une tradition française assez classique. Et qu'on peut d'habitude retrouver à gauche. Mais qu'on peut retrouver à gauche, mais qu'on peut aussi retrouver à droite. Mais ce qui est oui, allez-y, finissez. Là où, finalement, il y a, je dirais, presque une sorte de paradoxe dans l'intervention de Richard, si je puis me permettre, c'est que la mutation RN des derniers mois tente à dire que le RN se droitise d'un point de vue économique. Vous voulez dire, oui. C'est-à-dire que il a dit la non-privatisation. Bon, il se trouve qu'ils sont plutôt favorables à privatiser de l'audiovisuel public, et puis globalement, pas favorables à l'augmentation du SMIC. Donc vous avez, dans une logique d'union des droites, le grand paradoxe RN, c'est que son programme économique se droitise. Mais vous disiez que tout ce que reprochait le camarade Richard qui nous a appelé de Toulouse, c'était de dire qu'en réalité c'était plutôt des idées qu'on pouvait trouver pendant un temps à gauche. Mais moi, ce qui me fascine aussi dans la déclaration d'Agnès Pannier-Runacher, c'est qu'elle s'est quand même retrouvée pour son élection à l'Assemblée nationale face à un candidat RN qui l'a d'abord terrassé au premier tour. Et elle a été élue grâce à la mécanisme, on va dire, du Front républicain. Donc elle devrait pourtant avoir conscience que justement le pays se droitise et qu'on est dans le Nord avec des terres qui étaient traditionnellement ouvrières, que Fabien Roussel, qui était le député communiste, pourtant largement apprécié à gauche, s'est fait battre sur une terre qui était communiste depuis 62. Donc autour de la table, et je me tourne vers vous, Kamel Chibli, homme de gauche, comment vous expliquez que justement ces terres à gauche votent quand même massivement Rassemblement National et que visiblement au plus haut sommet de l'État et en député, même si la réalité bien sûr est plus complexe, eh bien, la gauche aujourd'hui se tourne vers le Rassemblement National parce que c'est eux qui s'occupent des thématiques. Non mais parce que la réalité, c'est pas qu'ils s'occupent, ils donnent le sentiment qu'ils s'en occupent, parce que la réalité... Non mais visiblement ils donnent le bon sentiment, bien ça sûr. marche. Non mais quand on entend Richard, là on est sur une autre thématique des idées du RN, c'est majoritairement c'est des problématiques, vous l'avez dit à l'instant, de pouvoir d'achat, de problématiques sociales, de problématiques de fin de mois qui est une réalité. Et il faut dire les choses clairement. L'incarnation à gauche n'existe pas aujourd'hui. Et voilà. Elle n'existe pas. Si elle existait, elle prendrait le pas et elle incarnerait ça. Il faut entendre le message très fort des électeurs du Front National. Je le vois dans une région qui est celle de l'Occitanie, où on l'a fait reculer sur une élection et sur l'autre de 11%. Pourquoi ? Parce que si vous ne préoccupez pas et vous occupez pas des problèmes des Français, les problématiques de pouvoir d'achat, de transport, de mobilité, le sentiment de déclassement à ces dernières élections, il est énorme. Moi, c'est la première fois en 25 ans que je vois que le vote RN s'est renforcé au deuxième tour dans une terre de gauche. Jamais. D'habitude, il y a un chiffre en plus très frappant. Regardez, vous prenez les circonscriptions de François Ruffin, j'y reviens, les terres ouvrières, c'est l'UFOP, 58% des ouvriers votent RN. Ça rejoint ce que vous disiez, Franck. N'oubliez pas une chose très simple, c'est que, je dirais, l'augmentation du vote RN aussi, il s'est renforcé avec la façon dont gérait le pays Emmanuel Macron. Ah ben bien, oui, il a renforcé le vote RN. Parce que quand vous posez une question aux gens, quand vous êtes fait la dissolution de l'Assemblée nationale, vous créez un contexte où les gens, c'est de la colère, c'est de l'incompréhension. Et quand vous êtes en colère et que vous comprenez pas que vous avez envoyé un message, vous votez majoritairement, malheureusement, RN. Bernard Cohen-Haddad. Revenons sur 2017. Emmanuel Macron est élu face à un pays qui a toujours été marqué par le bipartisme, la bipolarisation droite-gauche. Et Emmanuel Macron arrive, il fait exploser ce cadre habituel, avec une majorité extrêmement plurielle, puisqu'il a chez lui, c'est-à-dire
En Marche, ensemble, des gens qui viennent du Parti socialiste, de la droite sociale, et bien entendu du centre. C'est ça, Emmanuel Macron. Le problème, c'est que 5 ans après, ça explose. C'est-à-dire que cette recomposition, elle met en avant des extrêmes, c'est-à-dire une droite extrême qui se droitise, ça a été bien dit, qui se normalise, et une gauche non de gouvernement qui se radicalise avec LFI, qui n'est pas toujours fréquentable, comme le RN n'est pas fréquentable pour un certain nombre de Français. Ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est d'avoir ce type de recomposition avec, contrairement à ce qu'a dit Richard, une majorité de députés RN à l'Assemblée nationale. Ce sont eux aujourd'hui qui ont le groupe parlementaire le plus important. Et donc une droite... plus de nombre de voix, plus de 10 millions de voix. 10 millions de voix, avec une gauche traditionnelle qui votait effectivement pour les partis communistes, socialistes, et aujourd'hui, qui votent pour LFI ou pour la Rassemblement national. Donc on a une radicalisation et une difficulté à trouver une majorité à l'Assemblée nationale. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio, suite du débat avec ce thème notamment. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre le fameux pognon de dingue sur le sport? On attend vos coups de fil et vos réactions sur l'application Sud Radio. Si vous voulez nous appeler, je rappelle 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sont toujours autour de la table et on est ensemble jusqu'à midi avant de retrouver le camarade Joseph Ruiz pour les JO dans tous leurs états. Octave, caricaturiste de presse, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris et du think tank Étienne Marcel. Je rappelle le nom de votre dernier ouvrage, L'avenir appartient aux PME. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Le dernier numéro est en kiosque et vous nous alertez sur l'eau qu'on risque de payer beaucoup plus cher. Et Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie. Après Agnès Pannier-Runacher, on va parler d'un thème qui est au cœur de l'actualité en ce moment, c'est évidemment le sport. Et ces derniers temps, il y a eu quand même des coups de gueule de sportifs. On a entendu le camarade David Douillet s'indignait que la prime donnée aux athlètes médaillés était taxée. Bon, pas de chance, parce que c'était lui qui l'avait mis en place, donc ça arrive même au meilleur, mais on s'en est aperçu. On a eu Florent Manodou qui nous a dit que bon, on a peut-être plus de médailles, tout le monde est heureux en ce moment, mais bon, on n'est quand même pas une nation de sport. Et on voit quand même que cette petite tendance revient, d'où le débat, et c'est ce sur quoi je veux avoir votre avis au 0826 300 300. Appelez-nous, appelez Sud Radio, réagissez, parce que est-ce qu'il n'est pas temps de mettre le fameux pognon de dingue, comme le disait Emmanuel Macron, sur la table et pour le sport, pour les sportifs, parce que c'est un peu ce qu'on a évoqué en tout début d'émission, c'est beaucoup les bénévoles, c'est beaucoup les volontaires, c'est beaucoup les jeunes, c'est beaucoup les passionnés, et je ne suis pas sûr qu'en ce moment la France soit prête pour rayonner au niveau du sport mondial. Bernard Cohen-Haddad. Alors moi je suis un peu gêné parce que je suis président de la conférence des financeurs du sport en Ile-de-France, et donc j'ai peut-être une autre vision des choses. Raison plus pour la livrer. C'est que depuis 4 ans, 5 ans, on a fait une réforme du financement et d'organisation du sport en France, avec des créations dans chaque région de conférences régionales des sports et des conférences des financements du sport, et qu'on fait en sorte de mettre de l'argent à travers l'Agence nationale du sport, la Fondation nationale du sport, l'État, les régions, les collectivités, les grandes métropoles, pour faire en sorte que on mette un peu plus de moyens pour créer des dynamiques sportives dans les territoires, dans les grandes villes, mais aussi les zones rurales, n'oublions pas. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de se battre, beaucoup d'entre nous, pour qu'il y ait des piscines mobiles dans un certain nombre d'endroits où il n'y en a pas, qu'il y ait des stades de basket 3x3 dans des zones rurales, qu'on ait une accessibilité, y compris pour les personnes handicapées. Ça date d'il y a combien de temps, tous les investissements? 4-5 ans, et c'est un travail sans mesure, parce que c'est au quotidien, avec des mobilisations, et aussi une volonté de faire en sorte qu'on draine des jeunes, mais aussi des moins jeunes, avec cette grande cause nationale. Et ça, c'est pas de la langue de bois, ce qu'on appelle le sport santé. Hein, vous le savez, c'est de faire en sorte qu'on soit plus mobile et qu'on arrive là. Mais une nation sportive, elle se crée pas en une semaine. Non, elle se crée pas en un an. Les jeunes des pôles de compétitivité, de compétition, qui soient à l'INSEP ou dans les régions. Hier, j'étais avec les jeunes du skateboard qui me disent aujourd'hui, on n'a pas de skatepark indoor, outdoor, à la hauteur d'un enjeu. Un complexe de skatepark en réalité. Voilà, en enjeu, comment dire, pour être au niveau national et international. Donc ça, il faut des moyens. Donc tout ça prend du temps. Moi, je crois que cet effet Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un peu, le coup de pied dans le derrière.
Ça va nous permettre, parce qu'on a quand même une moisson de médailles qui est exceptionnelle. Oui. On a des athlètes, tout à l'heure on évoquait Teddy Riner, mais d'autres, que ce soit des garçons et des filles qui portent le drapeau et qui portent, comment dirais-je, la réussite, y compris ceux qui sont quatrièmes. N'oublions pas ceux qui sont quatrièmes. Bien sûr, c'est quand même un parcours extraordinaire. Ils n'ont pas les mérité parce que ça fait des années qu'ils s'entraînent. C'est maintenant à nous de transformer l'essai. Mais justement, à l'écoute de ce que vous disiez, Bernard Cohen-Haddad, par rapport à la natation, parce que on se réjouit, Léon Marchand est partout, à la une de tous les journaux, son nom est partout, on s'en réjouit, mais il est quand même allé s'entraîner aux États-Unis. Ouais. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir appelé Sud Radio 0826 300 300. Je suis ravi de vous accueillir parce que vous êtes directeur sportif de l'entente sportive de Massy Natation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, sur ce débat? Est-ce qu'il est pas temps de mettre le fameux pognon de dingue sur la table et d'investir dans le sport? Parce qu'on a plus de médailles, on voit plus nos athlètes. Bon, on est peut-être en train de le faire, mais c'est peut-être pas encore au niveau. C'est en train d'être changé, effectivement. Après, ça dépend des territoires, effectivement. Je sais que en tout cas sur l'Île-de-France, bon, il y a beaucoup de piscines qui ont été fermées, il y a beaucoup de piscines aussi qui ont été créées à nouveau. On espère que effectivement cet héritage post Jeux Olympiques va pouvoir aider. Après, nous, la difficulté qu'on a, nous, en tout cas sur la natation, c'est que effectivement, soit c'est des piscines qui sont faites et qui sont gérées au niveau des agglos, donc il faut satisfaire effectivement tous les clubs qui dépendent de cet agglo. Soit c'est des nouveaux établissements qui sont gérés à des sociétés privées. Donc là, l'objectif de ces sociétés, c'est la rentabilité. C'est la rentabilité, bien sûr. Effectivement. Et après, il y a des municipalités qui sont, nous c'est le cas en tout cas sur Massy, qui sont très sport et qui souhaitent encore garder la main sur les équipements sportifs. Mais vous, par exemple, après, vous êtes directeur sportif de l'entente sportive de Massy Natation. Comment ça se passe, par exemple, dans votre domaine? Est-ce que vous trouvez qu'au niveau national, on est à la hauteur, tout simplement? Ça dépend des territoires, en fait. C'est toujours pareil. Nous, en tout cas, sur Massy, quand vous voyez, par exemple, Léon Marchand qui va s'entraîner aux États-Unis, est-ce que vous n'avez pas un petit pincement au cœur? Ouais, alors ça c'est un autre débat. Ça c'est un débat qui est plutôt sur le double projet, en fait. Sur le double projet, je pense qu'il n'a pas le choix de s'il veut à la fin de sa carrière pouvoir travailler et débaucher et avoir des diplômes. C'est ce qui se passe. Alors après, effectivement, il y a un effet Léon Marchand, mais comme à une époque, il y a un effet Frédéric Bousquet, à tous ceux qui étaient partis aux États-Unis. Après, il y en a beaucoup qui sont partis aussi et qui sont revenus sans rien. Parce que ça réussit pas à tout le monde. Mais en tout cas, je pense qu'en France, on est capable de faire de très très bonnes choses. Après, là où on n'est pas suivi et accompagné, c'est tout ce qui est sur le double projet scolaire, en fait, sportif et scolaire. Le sport n'est pas suffisamment au cœur de l'éducation nationale. Voilà, on a des structures en France qui permettent de le faire jusqu'au lycée. Après, au niveau de l'université, c'est compliqué. Moi, les nageurs sur Massy, on a la chance de pouvoir travailler avec le CREPS Île-de-France. Donc, on a des aménagements. On a des aménagements sur le lycée qui sont très 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 compétitifs, où ils ont entre 4 et 5 heures de cours par jour parce qu'ils sont moins dans les classes, etc., etc. Mais à contrepartie, j'ai d'autres élèves qui sont pas sur le CREPS, qui se lèvent à 5h30 le matin et qui terminent les entraînements le soir à 20h. Et là, c'est un rythme qui est très compliqué par rapport à d'autres nations européennes qui, comme les Allemands ou quoi que ce soit, ou même les Espagnols, qui ont cours que le matin et l'après-midi, c'est sport pour tout le monde. Et quand on parle de sport vous, santé, par exemple, à Massy, ou est-ce qu'autour de vous, vous voyez de jeunes nageurs qui ont comme ça en ligne de mire les États-Unis et qui y partent? Oui. Moi, je vais avoir des nageurs. J'en ai une qui part. C'est déjà mon 3e ou 4e qui vont partir là. Sur combien de nageurs ou d'élèves vous avez avec vous? Ça, c'est vraiment ceux qui ont vraiment un potentiel qui partent aussi, ou ceux qui ont vraiment un projet et qui veulent faire des études et continuer à nager, parce que effectivement, on peut pas. Des fois, on ne sait pas si à 15 ans ou 16 ans, on sera compétitif. Léon Marchand, moi, je me rappelle de Léon dans les catégories minimes ou cadets, qui avait vraiment un gabarit atypique parce qu'il était tout frêle, entre guillemets, c'est ce qu'il disait. Et qui à partir de 17 ans, 18 ans et 19 ans, comme je le disais, à 19 ans, Léon était quand même, alors qu'il s'entraînait à Toulouse avec Nicolas Castel ou quoi que ce soit, il a déjà fait quand même 6e aux Jeux Olympiques. Oui. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire. Après, ça dépend effectivement des territoires.
des territoires, mais après c'est sûr qu'on peut pas avec les pays anglo-saxons ou les États-Unis, ça on est vraiment pas compétitif. Ouais. On peut pas rivaliser, ça c'est sûr. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir appelé et continuer à envahir le standard avec votre avis, vos opinions, votre expérience, votre regard concret. 0826 300 300 ou même sur les réseaux sociaux et l'application Sud Radio. Il y a beaucoup de débats qui ont été soulevés. Je me tourne vers vous, Octave, caricaturiste de presse. Il y a beaucoup de débats qui ont été soulevés là par l'auditeur Nicolas, notamment la place du sport à l'école, de l'entraînement, de la vision qu'on avait du sport dans la société, tout simplement même. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que les Jeux Olympiques ont permis d'apporter une vitrine phénoménale au sein du pays parce que, en fait, aujourd'hui, je pense que l'équipe de France est couronnée de succès, que ça motive les gens qui n'étaient pas habitués et qui n'ont pas forcément l'envie de faire du sport au quotidien, de vouloir en faire plus souvent. C'est inspirant. Moi, je pense qu'en fait, on devrait réintroduire l'envie de faire du sport et de l'accentuer et de mieux communiquer dessus dès le lycée, dès le collège, prendre une espèce de système américain, mais sans trop s'en inspirer. C'est juste rendre les choses plus importantes, valoriser, faire pourquoi pas des classes. Moi, j'avais cette idée où, par exemple, dans le système scolaire, on a par exemple des journées avec plusieurs heures sur la même matière, avec un allègement peut-être dans l'après-midi. Je pense que pour les élèves qui ont un peu plus que la moyenne dans toutes ces matières-là, on peut les mettre dans des classes qui sont spécialisées dans là où ils sont le plus à l'aise. Peut-être mettre plus de maths, plus de sport, et aussi réintroduire et créer des événements sportifs dès le collège, dès le lycée, qui peuvent être un événement, qui peut être un moment de partage aussi pour n'importe qui, pas que pour les sportifs. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir, je sais pas, son lycée ou son collège qui nous représente pour une compétition nationale sportive, qui permet aussi, qui permet aussi de créer un accès à des recruteurs qui cherchent des footballeurs par exemple de jeune âge, des jeunes talents, voilà, tout simplement, de pouvoir créer des bourses d'études aussi à l'étranger parce qu'on a des grosses universités américaines spécialisées dans le sport, mondialement reconnues, donc ça permet aussi d'introduire ça peut être une récompense. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on peut fabriquer. Après, c'est une idée, la réalité est parfois plus complexe, mais en tout cas, vous l'avez prononcé au micro de Sud Radio. Franck de Dieu, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que je le disais, l'auditeur qui nous a appelé, Nicolas, qui était directeur sportif on va dire, d'un centre de natation, il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats qu'il a soulevés. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Remettre le sport au milieu de l'école? Oui, alors, nous, à Marianne, on a publié il n'y a pas longtemps un grand papier sur le rapport entre le sport et l'école. Et d'abord, c'était passionnant, mais le problème vient de loin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de défiance entre la République et l'école, qui a des origines déjà philosophiques, puisque le pays de Descartes distingue le corps et l'esprit. Donc il y a quelque chose de noble, c'est l'esprit, et puis il y a quelque chose qui n'est pas noble, c'est le corps. Dans d'autres sociétés, par exemple la Grèce antique, mais dans d'autres sociétés comme les pays anglo-saxons, vous pouvez être bien dans votre corps et dans votre esprit. Au contraire, c'est plutôt un élément qui ne s'oppose pas, mais qui joue de conserve. Et puis, il y a quelque part aussi, je dirais, une défiance des républicains, historiquement, dès le début, dès la Troisième République, entre les républicains et le sport. Pourquoi? Parce que le sport, je dirais, favorise le dépassement, l'individualité, la concurrence exacerbée, et donc les républicains de l'époque, de la Troisième République, eh bien, ils se méfient un peu de ça. Et puis ils se disent aussi, mais le sport, c'est un peu, je dirais, presque l'inégalité au sens inné, c'est-à-dire, il y a des gros, des petits, et donc, l'idée que ces inégalités soient indépassables, ce n'est pas dans le projet républicain. Donc, dès le début, il y a une sorte de méfiance entre la République, qui explique d'ailleurs d'une certaine mesure le fait que la gauche aime moins le sport que la droite. Oui, c'est ça, et c'est le débat à de nombreuses reprises. Voilà. Et donc, oui, mais ça provient de l'idée que la Troisième République qui met en place l'école laïque et républicaine, eh bien, a une sorte de défiance. Sauf qu'en Union soviétique, on aimait le sport, ne l'oubliez pas. C'était même une politique nationale et internationale de valoriser le régime communiste à travers les médailles. Oui, mais la différence c'est Descartes. Comme je le disais, le sport et le corps et l'esprit se distinguent chez nous.
Et Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie. Juste dire, je suis socialiste de gauche et j'aime le sport. Voilà. Donc, non, et votre région le prouve. C'est-à-dire on est en train j'espère, de gagner la 18e médaille olympique pour l'Occitanie. Non, il y a plusieurs sujets. D'abord, juste, je m'inscris en faux. Ce procès sur Léon Marchand, arrêtons. Ça a été dit, il a été formé au Dauphin du Touec. Il est né à Toulouse. C'est le plus prestigieux club de natation de France. La question, c'est que le monde est devenu un petit village et qu'il y a la question du double parcours qui est posée. Ça, c'est un vrai sujet. Bien sûr, notamment sur la dimension universitaire que les anglo-saxons, notamment les Américains, amènent plus. Donc, par contre, il faut se poser la bonne question. Après, sur la préparation sportive, il a fait à Toulouse, il s'est préparé à Toulouse et tout ce qui a été fait a été construit dans son club de natation. Par contre, le vrai sujet, on parlait d'éducation. Moi, je prends un exemple très concret, c'est-à-dire que on a l'incitation à la pratique du sport. Il y a le fameux budget qui a été lancé par le gouvernement. Il y a des choses qu'il faut rendre positif, notamment l'histoire des 1000 dojos, les équipements sportifs soutenus. Par contre, attention à ce que ce soit pas du one shot, parce que les besoins d'infrastructures dans tous les territoires français, qu'ils soient dans les quartiers ou dans les territoires ruraux, c'est un sujet. Moi, j'ai jamais autant accompagné au niveau de la région des petits skateparks, des pump tracks, des petits espaces sportifs dans tous les villages de notre pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'accompagner les infrastructures. Totalement. Il y a une nécessité. Parce que beaucoup d'équipements sportifs datent d'avant 1985. Moi, je vous le dis, on a lancé plein d'opérations dans notre région, mais je sais qu'au niveau national, il y a ce besoin. Le directeur là de club de natation de Massy posait certaines choses. C'est vrai que les piscines, c'est très coûteux. Il faut comprendre qu'en fonctionnement, c'est très cher. Privée, mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a des mutualisations entre les territoires intercommunaux ou agglomérations pour essayer d'avoir des projets qui répondent à un besoin d'une société sur un territoire. Et juste, je terminerai sur un point. Si on veut que le sport continue et qu'il faut investir dans le sport, il faut qu'on se soucie des infrastructures, mais qu'on se soucie de l'accompagnement de nos clubs. Pour avoir des Léon Marchand, des Antoine Dupont, des Teddy Riner, il faut des clubs dans les territoires, donc il faut des moyens, il faut des bénévoles. Si on règle pas ce problème-là, ça ne sert à rien de mettre du pognon et du pognon, parce que le vrai sujet, c'est comment on accompagne le sport, tant à l'école que dans nos clubs. Allez, le deuxième débat est clos. On reste encore avec vous sur Sud Radio en direct. On approche l'heure fatidique du déjeuner. Il y sera midi dans un quart d'heure, mais je vous préviens, si vous comptiez manger un petit bout de steak frites dans un bon bistrot parisien, ça risque de vous coûter beaucoup plus cher, plus de 30% le prix à la carte. N'hésitez pas à nous appeler et on va tout simplement se poser la question, tiens, est-ce que c'est le jeu? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est ensemble jusqu'à midi avant qu'on soit rejoint par le camarade Joseph Ruiz pour les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Mais alors là, je vous préviens, ça n'a pas tardé à appeler et à réagir au standard et sur l'application Sud Radio 0826 300 300. Est-ce que les restaurateurs comme ça qui augmentent le prix de leur pack de bière, de leur steak frites, etc., est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils jouent le jeu? Bonjour Frédéric Vardon. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes propriétaire du Café Max et du 39V, deux grands restaurants, deux grandes institutions parisiennes. On vous a au téléphone parce que comment vous réagissez face à ces restaurateurs? Quoi, ils font ce qu'ils veulent, ils jouent pas le jeu? Je ne sais pas si on peut dire qu'ils jouent pas le jeu. Bon, d'abord, je rappelle quand même que les prix sont libres en France. Donc les prix sont libres pour la RATP, les prix sont libres pour beaucoup de choses. Donc les prix pour les restaurateurs sont libres et puis. Bon, je rappelle, chacun fait ce qu'il veut dans sa crèmerie. Maintenant aussi, il y a peut-être certains restaurateurs qui ont augmenté leur prix et ça les regarde. N'oublions pas une chose aussi, c'est que pour les livraisons, l'ensemble des acteurs de la filière ont dû augmenter leur prix parce que ils ne pouvaient livrer qu'à partir de mi-juillet, fin juin, mi-juillet. Ils ne pouvaient livrer que la nuit, parce que y avait toutes les restrictions de circulation que l'on comprend pour la sécurité de tous. Et donc, ils ont dû faire travailler leurs chauffeurs la nuit. Donc, c'est des primes supplémentaires, ce qui est tout à fait normal. Et tout ça, ça se reporte sur des forfaits de livraison beaucoup plus chers. Certains restaurateurs ont dû aussi changer leurs habitudes et avoir quelqu'un qui puisse ouvrir la porte aux livreurs à 2h du matin ou 3h du matin pour que sinon ils n'avaient pas de marchandises. Donc, je crois vous n'êtes pas d'accord avec l'expression qui dit qu'au bout d'un moment, passé certains prix, on est presque sur du mépris de consommateur ou qu'on joue carrément un jeu dangereux. Ça, c'est les mots de Franck Delvaux, qui est le patron de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, au point parfois de perdre les habitués. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces expressions, mépris du consommateur, jeu dangereux?
Alors, mépris du consommateur, je trouve ça un petit peu fort. Maintenant, ça peut être un jeu dangereux. C'est sûr que si une bière qui est à 7,50 passe à 15 €, bah évidemment, c'est pas logique, quoi. La bière, ça reste toujours la même. Maintenant, il faut quand même noter qu'il y a une augmentation un peu de tout pendant cette période des jeux, et donc que certains restaurateurs aient eu la nécessité de devoir augmenter un peu leur prix. Je peux le comprendre. Oui, surtout que vous devez payer des salariés à la fin du mois, donc au bout d'un moment, les indemnisations en septembre-octobre, bon. Non, mais les indemnisations, attendez, moi je me lève pas le matin pour être indemnisé. Je me lève le matin pour travailler et vivre de mon travail. Je veux dire, je cours pas après les indemnisations. C'est pas le sujet. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que une grande partie des quartiers qui entourent la Seine font entre moins 25 et moins 30%, me semble-t-il, avec les JO. Sans les JO, on fait plus de monde. Donc il faut quand même se poser la question, est-ce que les gens qui se sont dit il y a 6 mois on va fuir Paris, est-ce que la communication était bonne? Comment se fait-il que tous les Parisiens soient partis? Je veux dire, vous avez les JO dans votre ville et vous voulez partir. Vous les reverrez jamais, vos enfants peut-être pas, et les petits-enfants c'est encore pas sûr. Donc voilà, je pense quand même qu'il y a quand même quelque chose. Maintenant, on peut se réjouir que la sécurité, l'organisation était parfaite, que ces jeux sont plébiscités dans le monde entier, et peut-être que dans ma profession, il y a 1 ou 2 personnes qui ont suraugmenté leur prix. Ouais, c'est comme partout. Mais ça, on ne fait pas une généralité. Il y a les profiteurs, il y a ceux qui essayent de. Exactement. Ouais. On n'en fait pas une généralité, sinon c'est trop facile. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Frédéric Vardon. Je rappelle vos 2 restaurants, le 39 et le Café Max. Et merci de nous avoir appelé à quelques minutes du coup de feu. Autour de la table, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que, franchement, c'est. Peut-être moins rapidement, mais d'abord, il y a eu un géobashing tel qu'effectivement les Parisiens, en grande majorité, sont partis. C'est pour ça que Paris est aussi agréable. On a vu un sondage. C'est vrai. Moi qui suis pas parisien, je trouve que c'est très agréable de se promener, de marcher. Après, il faut rendre hommage à tous ces commerçants, parce que grâce à ces restaurateurs, ça reste quand même la superbe image en plus des JO, d'accueil, de la bonne gastronomie à la française. Après, c'est de bonne guerre. C'est normal qu'à un moment donné, ils puissent aussi récupérer un certain nombre d'engagements. Mais je trouve en toute sincérité que l'image des Jeux, que l'image des volontaires, que l'image de nos restaurateurs, nos commerçants joue énormément à la réussite de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Octave, caricaturiste de presse. C'est une opportunité qui se présente pas 2 fois, donc ça permet justement de profiter, d'augmenter son chiffre, de pouvoir se dire que on va pouvoir, pourquoi pas, profiter et faire des économies, tout simplement. Oui, et puis c'est ce que vous dites d'un point de vue, on va dire, pragmatique. C'est peut-être une occasion qui se représentera pas 2 fois. Donc l'idée d'augmenter son prix pour se faire un peu plus de blé alors qu'il y a une baisse de la fréquentation, c'est pas totalement incohérent. Qu'en pense le président de la CPME, Bernard Cohen-Haddad? Moi, je veux remercier ce restaurateur parce qu'il a dit des choses vraies, comme Kamel et comme Octave. C'est qu'aujourd'hui, nos restaurateurs à Paris, en Ile-de-France et sur les sites qui sont autour des Jeux Olympiques font moins 50% à moins 30% sur leur chiffre d'affaires. Pourtant, ils payent quand même leur électricité et leur salaire. Donc, on y a aujourd'hui effectivement un vrai manque à gagner. Que certains restaurateurs ou ceux qui tiennent des bars, des glaces, etc., augmentent les prix pour essayer de récupérer un peu de marge, c'est vrai que fait partie du jeu, ce qu'on appelle le jeu de l'offre et la demande. Quand c'est trop cher, les clients ils sont pas obligés d'acheter, ils vont ailleurs. Oui, c'est ça. Et moi, ce qui me choque moins, c'est cette double vision des choses. C'est pourquoi on met à l'index les restaurateurs. Quand le ticket de métro il passe de 2,10 € à 4 €, ça pose de problème à personne. Oui, et puis quand ça concerne d'autres infrastructures, en effet, on n'a peut-être pas les mêmes réactions. Ceux qui perçoivent quand même l'argent, c'est l'État. Donc quelque part, c'est pas l'État, c'est IDF Mobilité. D'accord, mais enfin, c'est quand même l'argent de la collectivité. C'est pas tout à fait pareil. Moi, je dis que quand vous dites quand c'est trop cher, ils vont ailleurs. Peut-être, mais il y a un problème de concurrence. Autour du Stade de France, il y a des pizzas, si j'en crois la lecture du Parisien, à 26 €. Vous pensez que les gens, ils vont faire 10 km à pied, qui viennent parfois de l'étranger, qui sont pas tous argentés, peut-être. Il y a aussi quand même des touristes qui sont, je dirais, de la classe moyenne et qui veulent en profiter, qui ont un petit budget. Qui a un petit budget. Et je veux bien que, effectivement, quand le restaurateur dit les prix sont libres, il a raison. Je crois qu'on va pas on va pas revenir sur ce mais principe. c'est pas obligé de consommer sur place, par exemple. Bien sûr. Non, mais on peut se faire oui, mais si vous voulez à manger, on peut avoir anticipé. C'est vrai, mais enfin on peut aussi aller au restaurant et trouver une pizza qui soit un peu moins chère que 26 €. Alors moi je pense qu'il ne s'agit pas de 26 €. Non, dans selon Parisien, c'est oui, mais 26 €. Normalement, elle est à 22 €, donc là, elle a augmenté de 4 €. Non, elle n'est pas à 22 €. Mais bon, si vous voulez, je pense que, si vous voulez, on ne peut pas revenir sur les prix administrés.
En revanche, il faut quand même admettre, d'un point de vue libéral, Bernard, que la concurrence à proximité des sites ne joue pas. Donc, si vous voulez, il y a 2 cordes de rappel. À la rigueur, vous augmentez les prix, mais il faut que les restaurateurs s'engagent tout de même à embaucher à proportion du volume d'affaires. C'est ce qu'ils ont fait, Franck. C'est ce qu'ils ont fait. Et aussi, qui s'engagent à augmenter le salaire des salariés qui, je dirais, bossent très fort pour une période. S'ils le peuvent. Oui, mais non, mais parce que si l'augmentation aussi honteuse qu'elle s'ils ont 30% de chiffre d'affaires de plus, et j'espère oui, mais si on va dire l'augmentation des prix permet seulement de récupérer les fameux 30% qu'ils ont perdu alors moi je veux bien croire que la logistique et les frais de livraison, il nous a expliqué ça, le restaurateur, de façon très juste. Mais oui, enfin, est-ce que ça vous augmente les coûts, la logistique et les frais de livraison propres au JO de 30%? Moi je sais pas. Mais les horaires sont plus les mêmes, c'est des horaires de nuit, tu ne payes pas les mêmes, excusez-moi de le dire. Et puis moi et puis aussi, il y a une réalité, c'est que moi je partage ce qu'a dit Franck. C'est que moi je suis entrepreneur depuis 30 ans. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait vendre moins cher et vendre plus que vendre trop cher et vendre moins. Et beaucoup aujourd'hui font comme cela à prix réduit, mais on vend beaucoup plus en nombre. Et moi je préfère vendre une pizza à 15 €, mais en vendre 3000 que vendre 10 pizzas à 26 €. Mais c'est pas ce qui se passe, Bernard. Mais c'est là ce qui se passe temporairement. C'est-à-dire actuellement, parce qu'on est en zone, tout simplement, de JO. Il profite de et c'est partout pareil dans le monde. Quand vous allez sur les sites touristiques, c'est beaucoup plus cher. Quand vous payez 3,50 €, 50 centilitres de bouteille d'eau à l'aéroport, ça vous pose pas un problème. Et moi, ça me pose un problème. Mais ça m'en pose tout autant. On est bien d'accord. Et ceci étant, ça c'est toute l'année. C'est pas uniquement pendant les Jeux Olympiques. Sur la question salariale, de toute façon, il faut qu'on soit clair. Je pense que nos restaurateurs l'ont compris. C'est un enjeu, ça a été dit. Si on les paye pas à leur juste valeur et à leur juste prix, on n'en aura plus des gens qui travaillent dans la restauration. Donc c'est inéluctable. Donc il faut bien les payer si on veut continuer à ouvrir nos commerces et nos restaurants. Et le mot de la fin a été signé Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie. Merci d'avoir été avec nous au milieu de cette période JO qui, je sais, vous accapare beaucoup. Merci beaucoup Franck Dedieu, à vous aussi, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Je rappelle le dernier numéro que vous pouvez trouver partout dans les points de vente et en kiosque. Pourquoi vous allez payer plus cher? Alors c'est pas Tréma, c'est l'eau que vous buvez avec laquelle vous douchez. C'était dans ce sens-là. Mais voilà, exactement, et vous pouvez le voir à l'antenne sur Sud Radio. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris et du think tank Étienne Marcel. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'avenir appartient aux PME, publié chez Duno. C'était un plaisir de vous avoir à l'antenne. Et c'est moins cher que pizza en plus. Et je remercie à vous aussi Octave, caricaturiste de presse. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux si vous voulez rire à l'actualité qui est parfois tragique. Vous avez un coup de crayon vraiment appréciable. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. C'est l'heure des JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz.